Hey oui, salut tout le monde, bienvenue. Juste avant le début de l'épisode, écoute, faut que je te parle de mon invité. Cet invité-là, Yves Baril, ok, c'est niaiseux de même, mais je le connaissais pas beaucoup, tu sais, fait qu'on se jasait peu à peu sur Internet, puis quand il est arrivé, on a commencé à jaser avant le tournage, puis je me suis rendu compte que, hey, finalement, ce gars-là, il fait pas juste de la pêche, là. Écoute bien ce qu'il a fait dans sa vie. Juste pour être sûr de bien divulguer les informations, je vais plutôt le lire à la place. Ce gars-là, le Yves Baril, fait partie d'une gang qui s'appelle Phylactère Cola. C'est quoi ça? C'est 9 gars dans les années 94 environ qui ont commencé à faire ça. Ils ont fait des sketchs. 9 gars, il n'y avait aucune préparation, aucune étude en cinématographie. Ils ont fait ça par leurs propres moyens, sans publicité, sans sponsor en fait. Puis après ça, en 2000, Télé-Québec a diffusé 2 saisons et ils ont été coproducteurs avec Spectra, la fameuse boîte. On a gagné 2 Gémeaux puis on a été diffusé à l'international. Ça a été pitché en Espagne puis en Belgique, par exemple. En Belgique. Nous étions tous des autodidactes sans formation en cinéma à 9. Ils étaient toujours 9, toujours les mêmes. On produisait tout, les textes, costumes, décors, éclairage. Après ça, quand le projet Phylactère Cola a cessé, tout le monde est parti un peu dans la direction où bon lui semblait. Il y en a qui sont restés dans le cinéma. Par exemple, il y en a un qui a participé à la production du film Faradar. C'est quand même nice, là. Et Yves Baril, après ça, lui, s'est dirigé plutôt vers la création de contenu. Par exemple, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Zipper Optics. C'est une chaîne YouTube de critique de cinéma, donc tous les blockbusters, tous les films. En tout cas, j'ai passé une coupe de ses vidéos, puis il se pitch vraiment n'importe où. Il y a des longues vidéos de discussion avec d'autres gens, des réalisateurs, des gens qui travaillent dans le domaine du cinéma. Il y a ses critiques de films, c'est vraiment intéressant. Puis comme si c'était pas assez, le réalisateur de Phylactère Cola en fait, c'est lui, je sais pas si tu te souviens, il y a 14 ans, il y avait une vidéo Iron Baby, c'était un Iron Man version bébé qui massacre des toutous en plus, c'est quand même assez drôle. C'est un des premiers boss québécois qui a fait le million de vues. C'est ça, il y a une quinzaine d'années, vous irez voir ça, c'est capoté. Fait que ce gars-là, Yves Baril, a fait partie d'une gang très talentueuse de créateurs de contenu et il poursuit sur cette vague-là dans les critiques vidéo. Yves Baril, c'est pas juste un créateur de contenu, c'est pas juste une tête pensante d'idées absurdes et comiques comme on peut voir en fait dans la série de vidéos Phylactère Cola. C'est aussi un pêcheur très expérimenté dans son domaine bien précis que j'ai nommé l'Euronymphing. Il va nous en parler pendant un bon moment dans l'épisode. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes parce que les informations qu'il nous dit sont vraiment intéressantes sur le sujet. Je vous laisse là-dessus. Bon épisode! Ça live, c'est bien le fun. Ça tape, hein? Le pire, c'est que ça tape. Je l'enlève pas du tout. Wow! On peut commencer enfin cet épisode. Bienvenue. Bienvenue dans un autre épisode du Gab Fishing Podcast. Un épisode avec quelqu'un qui me suit depuis un certain temps, qui démontre un intérêt particulier pour la pêche. Donc, à un moment donné, évidemment, il commente le contenu que je fais. Je lui réponds, il me répond, je lui réponds. Je fais comme sacrebleu, il en connaît des affaires. Peut-être qu'il pourrait venir nous parler de la pêche. Alors, j'ai invité Yves Baril. Comment ça va? Ça va très bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est pas trop te demander de venir ici en tempête de neige. Non, pas en tout, mais je savais que tu m'invitais parce que peut-être tu voulais que j'arrête de tout le temps commenter. Je dis, voyons, Chris, je vais l'inviter, il va sortir son sac. Puis, Après ça, il va se la farmer. Mais non, c'est pas vrai. Fait que là, aujourd'hui, je t'invite pour 2 raisons. Pas-t-on pour 3. Parce que tu m'as l'air d'un gars sympathique, d'un gars passionné et d'un gars instruit dans le domaine de la pêche. Et puis là, comment ça a commencé, toi? On va commencer de même, par le début. Il y a un pêcheur en toi qui s'est développé. Ça a commencé quand? Ben, ça a commencé il y a peut-être 6-7 ans. Puis, mais cependant, j'ai commencé à la troll. Là. C'était vraiment la pêche comme on connaît toutes, là, verre, cuillère, puis tout ça. Lancer léger, là. Lancer léger, puis avec les chums en pourvoirie ou en sortie d'un zec, on allait au brochet, on allait un peu à la truite.
j'ai fait pas mal le tour de ça. Puis à un moment donné, je me dis, tiens, en chaloupe, faire de la traîne avec une moucheuse, il paraît que ça donne un bon feeling. Puis une moucheuse, il paraît que tu sens une petite truite de 12 va avoir l'air d'une 18. Là, t'sais. Juste avant, je te ramène en arrière. T'as commencé à la pêche à la troll. T'es-tu fait te donner du stock? T'as-tu magasiné ton stock? C'est quoi ton premier leurre? Comment te souviens-tu dans tes souvenirs? Premièrement, là, le premier souvenir, c'est de rentrer chez là, je ne vais pas nommer le magasin. Une grande surface? Une grande surface. Puis de dire à une personne qui est venue à moi, Oui. écoute, je m'en vais à la truite, je veux pas grand-chose, je voudrais m'équiper. Et il m'a donné du stock, il m'a conseillé des affaires, puis il était bien intentionné, mais OK. pour me rendre compte au voyage que finalement, ce que j'avais, c'était bizarre un peu, mais je n'étais pas bien confiant de ça. OK. Mais il faut dire que quand j'ai commencé par un élan d'enthousiasme, puis d'acheter plein de gogos qui ne m'ont rien servi, des dizaines de cuillères que je prends même pas encore, que j'ai même pas accroché après OK. mes trolls. Ça te le dit pas pantoute. C'est comme un moment donné, je dis, je vais prendre cette cuillère-là, puis là, t'en pognes, tu dis, avec elle, j'en pogne, mais t'en as 20 autres là, que t'as acheté, là. Puis ceux-là, ils pourraient en pogner aussi, là. Tu as juste à les essayer, là, tu sais. Puis mes chambres sont toutes pareilles. Eux autres, ils ont 3-4 cuillères, c'est tout. Puis... OK. Sauf que moi, j'avais acheté beaucoup, mais j'avais surtout acheté sans connaître c'était quoi. Puis là, pour en revenir à la mouche. Ouais. La mouche, j'ai acheté une canne bien basique, une soie bien basique, puis quelques mouches comme ça. Mais quand je l'ai mis sur l'eau, puis j'ai pas eu de succès pantoute, OK. j'ai dit, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche, la pêche à la mouche? C'est quoi que Pourquoi tu te fais dire que ça marche C'est alors ça. que ça marche pas, c'est ça? Parce que moi, ça marchait pas. OK, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je faisais de travers? Qu'est-ce que je comprenais pas? Qu'est-ce que j'avais pas qui était correct? OK. Alors là, il s'est installé chez moi ce que j'ai toujours eu. Moi, je suis un do-it-yourself. Puis je suis un quelqu'un qui apprend un autodidacte. YouTube, c'est ton manuel d'instruction, genre? Ouais, mais je suis beaucoup autodidacte. Mon métier, je l'ai appris. Oui, j'étais au cégep en graphisme puis tout ça, mais OK. tout ce que je fais en graphisme puis ça, je l'apprends par moi-même. Tu sais. C'est bon. Fait que là, j'ai fait, OK, là, je pense que la pêche à la mouche, ça a l'air vraiment être trippant. Puis je veux pas passer à côté de ça en me tannant, en me disant ça marche pas parce que je comprends pas comment que ça marche. Alors là, j'ai passé peut-être, je te dirais, là, sans pêcher à la mouche, j'ai peut-être passé 1 an de temps à juste checker sur YouTube le sujet. OK. Hey, puis en plus, sur YouTube, là, c'est une... Non, mais c'est sans fin. C'est un gouffre. C'est sans fin, mais à un moment donné, tu commences à repérer, tu repères un peu les bases. Des patterns, c'est ça, C'est ça. En premier, tu vas dans des tutoriels de base. Mais des tutoriels de base qui montrent quand même quelqu'un qui fait des choses que tu ne fais pas dans ton salon non plus. Non, oui, c'est ça. Mais que tu commences à connaître, l'équipement. Puis moi, ça a commencé, la pêche à la mouche à la sèche que je m'intéressais parce que c'était ça que je connaissais. C'est ce qui est le plus... C'est assez spectaculaire aussi. Écoute, le film de À Brad sèche, Pitt, tu sais, quand ma blonde a dit « Tu t'en vas à la pêche à la mouche », elle me voyait comme Brad Pitt. Là. J'ai dit « C'est pas ça pour tout. » Parce que moi, là, je voulais l'écouter hier, mais j'ai écouté à la place Mending the Line. Ouais, je l'ai déjà vu, ça. En tout cas, moi, j'avais une petite larme à l'œil. Moi, là, j'étais là, Ouais. des belles images, une belle mentalité. Que c'est beau, que c'est beau. On va en revenir à la mentalité des moucheurs parce qu'il y a vraiment une différence. Il t'a aussi un espèce de clic, là. Ça, regarde, on va en parler. Il y en a que ça fait, ça me fait friser le poil. Ouais. Ça me fait friser le poil que j'ai que ça à la tête. Mais oui, vas-y, continue sur ta lancée. Là, c'est que Tu t'es instruit sur YouTube. pendant tout, 1 an de temps, je me suis auto-instruit, mais pas de pratique. Pas de pratique, OK. Puis pas non plus d'équipement, parce que aussi, ce que je m'avais acheté, c'était quand même de base, mais moi, j'étais un gars un peu gratte-sous. OK. Puis j'avais eu ma leçon avec la troll. OK, ouais. Fait que j'avais un beau coffre que je me suis dit, là-dedans, il y a trop de dollars que je ne vais pas dépenser en l'utilisant. Là. Ouais. Je ne ferais pas la même erreur. OK. Fait que après ce temps-là, à un moment donné, je dis, OK, ce qu'il me faut, c'est maintenant il faut que je sache si physiquement, mon lancer va être bon. Ouais. Il faut que je sache que si j'ai à
corriger des affaires parce que je voyais dans des YouTubers qui disaient si vous faites mal Va te lancer. votre Là, lancer, à un moment donné, vous allez avoir mal au bras. Oui, oui. Puis les tendinites ou les problématiques de ça dans une journée. Peut-être au début de la journée, ça va bien aller, mais à la fin de la journée, vous n'allez pas trouver ça drôle. Non, c'est ça. Fait que moi, je voulais éviter ça aussi. Moi, ça me faisait penser, quand j'étais à Amqui dans mes études, là, en réadaptation physique, tu sais, moi, j'avais une passe à saumon à 4 minutes là, en bicycle. Là, tu sais, fait que je pouvais aller, j'avais acheté ma passe à saumon, puis je visais les truites. Tu sais, fait que au moins, j'étais safe à ce niveau-là. C'était de la pêche à vue en hauteur. Puis à un moment donné, j'ai commencé à pêcher, c'était peut-être 4h30 du matin. Je suis ressorti de là à 9h30 du matin, 2 truites en banque, l'épaule en feu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'entraînais 8 jours semaine. Tu sais, il y a un gym à côté, à Amqui, là. Moi, j'avais que ça à faire. Tu sais, c'est une petite place, à part d'aller au pub, faire du sport. Si tu fais pas ça, tu sais, il faut que tu innoves. Fait que, puis j'avais quand même l'épaule en feu, mais c'est pas, je sais pas si tu l'as su dans ce que je disais dans mon contenu, là, mais j'avais investi, je m'étais fait donner une canne numéro 7, très molle et très vieille, avec une soie numéro 3 dessus. Fait que pendant à peu près 5 à 6 ans, je mouchais avec ça. Fuck all. Je lançais une ficelle. Quand il y avait du vent, là, ça partait de l'autre bord. Je n'étais pas capable de lancer comme il faut. Fait que je donnais comme des espèces de coups de massue. C'était pas mouchable. Ben, ce qui est intéressant avec YouTube, quand tu prends le temps de chercher, c'est qu'il y a plusieurs aspects multifactoriels de qu'est-ce qui marche. Tu sais. Oui. Puis des fois, ça va être justement de savoir dans ton environnement où c'est que t'es, s'il y a du vent, comment ajuster ton lancer. Si tu as une rivière avec un fort courant, comment faire en sorte que ta mouche se dépose. Il y a beaucoup d'affaires en jeu, ce qui fait craindre beaucoup les gens qui sont à la trop. Parce que moi, mes chums, là, il n'y en a pas un qui veut me suivre. Là. Ça lance, ça ramène, ça lance, ça ramène. À la trop, c'est pas... à la trop, ils disent, moi, je m'en vais pas à la mouche, là, je veux pas que ça me coûte cher. Puis je leur dis tout le temps, non, c'est pas vrai, ça va pas te coûter cher. Puis c'est ce que je veux parler avec toi. C'est que moi, ce que je veux emmener, en tout cas, avec mon expérience, c'est que j'ai pas investi des sommes faramineuses, puis je me fais du fun pareil. Fait que l'important, là, c'est qu'à un moment donné, quand que je vais trouver mon vrai X, puis que je vais dire, OK, ça, c'est correct, puis là, je vais m'acheter peut-être quelque chose qui va satisfaire un peu ma confiance, puis... mais pour l'instant, ce que j'ai, ça fait la job. OK. Fait que t'as pas du stock de fou, mais t'as ciblé du matériel, des leurres spécifiques avec ton instruction. En premier, ce que j'ai fait, c'est que après avoir vu tous les clips vidéo puis tout ça, j'ai dit, OK, ça me prend de la pratique. Je vais aller m'inscrire dans un cours de lancer à la mouche. OK. Il y en a un à Lévis qui se fait. Dans ce temps-là, c'était dans un gymnase l'hiver puis tout ça. Sauf que... Prendre de l'espace. Ouais. Sauf que la traction de l'eau puis la traction d'un plancher, c'est pas la même affaire sur une soie. Oui, l'eau retient un peu la soie, ça te donne un torque par en arrière. C'est sûr. Puis ça, je l'avais vu, on m'en avait parlé. Ça fait que j'ai dit, OK, je vais prendre un cours l'été dans des places où c'est qu'il y aura de l'eau, puis tout ça. Puis j'ai, dans mes recherches sur YouTube, ben c'est sûr que il y a beaucoup de YouTubeurs, il y a beaucoup de contenu qui vient soit de la France ou soit des États-Unis. Du Québec, il n'y en a pas tant que ça. Pas beaucoup, hein, non? Ah non, c'est très pauvre au point de vue. Ben, c'est sûr qu'au Québec, on va avoir des gens qui sont supportés par soit des magasins ou des magazines qui font leur job. Mais en même temps, des fois, ils vendent, ils poussent des produits que tu dis, ben, tu sais, oui, mais il y a d'autres choses. Plus un placement de produit que le service offert. Ouais. Mais c'est quand même des passionnés, puis ils donnent des très bons trucs, là-dessus. Mais à la mouche, il en existe pas. OK. En tout cas, sauf que je suis tombé sur un gars, ça, je te l'avais envoyé par un commentaire, je disais, tu devrais inviter ce gars-là. Oui, je me souviens plus du nom, mais je sais exactement de qui tu parles. Vincent Delisle de l'école de mouche Spirit. C'est ça. Ouais.
Spé pour Spé. Là. Spé, On s'en est Ouais. là-dessus. Puis Rip, ben, l'esprit, là, parce que le gars, il est très passionné, premièrement. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui vient, en tout cas, dans son passé, ben, ça, il l'expliquera, là, mais il vient un peu de. Il s'occupait des jeunes, il était dans le domaine social, puis tout ça. Puis sa passion pour l'éducation, ça fait partie de son ADN un peu. Puis OK. lui, il a formé cette école-là non seulement pour enseigner la pêche à la mouche, mais aussi approcher les gens comme, par exemple, les anciens vétérans. OK. Donc, il va avoir des prix pour eux autres, puis il va dans des écoles, il fait du parascolaire avec ça. Il fait rêver le monde, là, dans le fond. Il fait rêver le monde, puis même, il fait participer. Moi, j'ai participé avec lui à des cours avec des jeunes, qu'on appelle des jeunes de la rue, là, mais Ouais, tu sais, ouais. des petits bums, des petites bombes. Là. Puis on les avait amenés pêcher à la Nicolette, à la mouche. On leur avait, tout l'avant-midi, on leur avait montré. Il fait concentrer sur autre chose. Là. Hey, écoute, ça a été une super de belle expérience. OK. Puis lui, c'est ça. Là, tu sais, c'est au-delà de juste être un guide de pêche ou c'est en même temps de faire promouvoir justement le fun de la pêche à la mouche. Puis il avait fait, lui, un vlog. Puis c'était un des seuls que je voyais vraiment en activité sur les internets. Puis ça fait que... En vlog, tu veux dire, qu'est-ce qu'il faisait dans ses vidéos? Ben, il faisait des lives sur Facebook, OK. sur YouTube aussi, chez lui, dans son sous-sol. Puis il parlait de sa passion. Puis des fois, il faisait intervenir des gens live. Puis tu sais, il se débrouillait quand même pas mal. Puis moi, ben, en commençant à le checker sur Internet, vu que j'étais un graphiste, donc je fais Ouais. du motion design, je fais plein d'affaires. Puis son intro, puis tout ça, j'ai dit, hey, ton intro, là, je pourrais te faire de quoi de plus cool un peu. Puis, OK. ah ouais? Fait que j'ai envoyé à un moment donné un movie. Il dit, écrit, Tu y as pitché quoi sans son consentement? Ah ouais. c'est ça. Puis là, il a fait, T'aimes-tu pas? ben, merci. Écoute, moi, Vas-y. je fais des capsules. Je suis en train de me faire un site Internet. Je vais me faire des capsules de formation. Oui. Tu connais un peu le filmer puis tout ça. Veux-tu m'aider? Tu sais, ça te tente-tu? Ben oui. Parce que moi aussi, ça me fait un partenaire de pêche. Puis ça me fait en plus un professeur A1. Qui va te montrer des affaires. Ben oui. Puis même, il donnait des cours, puis il m'appelait, il dit, écoute, là, je donne un cours, veux-tu venir, tu vas nous filmer, puis ça. Ben oui, puis en même temps, ben, si je veux me pratiquer, puis ça, bon. Fait que... C'est gagnant-gagnant. Lui, il y a du stock vidéo, puis Fait tout, que là, tout a du lui, savoir. il là. m'a tout inculqué un peu la bonne technique, quoique ça prend de la pratique aussi, là, mais la technique de base, T'as montré quoi en premier? les lancers, comment bien déposer ta mouche, justement gérer mécanique, toute la motricité de ton bras. C'est ça. Parce que c'est pas juste poignet, c'est pas du 180. Ben, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses attention à comment que tu vas, où tu vas avoir ta traction, puis tout ça, mais en même temps aussi, c'est comment bien sentir que quand tu as un loop, quand tu as un dé, quand tu as la faire venir dans le bon timing pour pas que se fouetter de même comme une tapette à mouche. C'est ça. Tu sais. Puis ça, ben, au tout début, il faut corriger ça. Tu sais, même la position de ta main sur ta canne, ça peut avoir aussi comment que tu sors ta soie le premier coup. Tu sais, la base est simple, mais à un moment donné, plus que tu t'en fais, plus que tu t'aperçois que des petites affaires à corriger quand tu le fais, bien là, ça t'enlève des problèmes comme justement la fatigue, ça t'enlève des problèmes de contrôler ton lancer. Tu sais. Il y a plein d'affaires qui reviennent. Moi, il me manque une coupe d'affaires. Moi, là. Ben, c'est pour ça que moi, je vous dis, sans vendre pour lui son cours, un cours technique avec un professeur ou une école ou un organisme qui donne des cours, pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, assez tôt, c'est la meilleure affaire à faire parce que tu ne vas pas développer un mauvais pli. OK. Tu sais, après 4 ans de lancer, puis tu as un mauvais pli, mais tu ne sais pas, mais des fois, tu as mal au bras, puis tout ça, mais tu dis, ben, tu sais, à un moment donné, quand ça devient plus sérieux, ben là, ce pli-là, tu ne sais pas, tu peux pas le corriger, tu ne connais pas. C'est ça. Fait Comme moi, on dirait que moi, j'ai peut-être développé de quoi en ayant appris tout seul. Je sais pas si ça t'a déjà fait la même affaire. Moi, j'ai été habitué à faire des overheads à tout bout de champ, tu sais, parce que soit que j'achetais du stock qui n'était pas fait pour ça, soit que ma canne était trop rigide. Fait que, à un moment donné,
plus que je fais de lancer, plus que mon moulinet se tourne vers le ciel. OK. Ouais. À un moment donné, voyons, ma canne a viré de bord, les anneaux sont vers le ciel. Je replace ma canne, je recommence. Au bout de 3 minutes, hein, Ben, des fois, ça va tourne. être juste la position de ta main qui est pas tout à fait la bonne pointe. je suis en train de toujours de la manipuler de même, tu sais. Ah, il peut y avoir plein de petits facteurs comme ça. C'est pour ça que ça corrige. Dès le départ, quand on prend ça, c'est que ça élimine les mauvais plis que tu te fais sans t'en rendre compte. Puis, comme ça, tu pars vraiment à neuf. Puis, après ça, il n'y a pas grand-chose qui t'enlève ton fun. Là, OK. puis là, ben, c'était sûr que lui, il offrait ses cours avec le lancer classique, là, la pêche à la mouche à la sèche, ou streamer, ou noyer, OK. et ainsi de suite. C'est vraiment, j'ai appris... Il connaissait pas mal d'affaires. il connaissait pas mal d'affaires. Fait que là, moi, j'avais la connaissance, entre guillemets. Et, T'avais les livres, hein? Il te manquait le terrain. ben là, j'avais le professeur, puis là, il fallait avoir le terrain de jeu. Ouais, c'est ça. Let's go. On se lance. Là, le terrain de jeu, ben là, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui peut pas avoir toutes ses fins de semaine consacrées à ça. C'est que j'ai mes petites périodes où c'est que j'ai des moments que je peux dire je peux partir. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas mal seul dans ma gang. Fait que j'ai dit, bon, ben, il faut que je parte seul, tu sais. Là, tu t'organises comment? Tu sais, tu repères quoi? Est-ce que tu cherches tes rivières? Est-ce que... Ben, tu sais, en premier, ben, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de... En premier, là, je voyais les lacs au Québec. Je disais, hey, on peut tous les pêcher. Mais non, on ne va pas tous les pêcher, les lacs. On ne va pas non plus tous pêcher les rivières. Non, c'est ça. Il y a des secteurs de rivières, il y a il y a du stock privé, il y a des lits de rivières privés, il y a des bords de rivières. C'est sans fin, mais il y a moyen de savoir ça par des outils de recherche, là, mais... Ouais. Ben, moi, by the way, là, je vais te dire un truc. Là. Moi, j'ai découvert... C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? meilleur site qui t'offre la meilleure qualité satellite au Québec. OK? Attends un peu. Peut-être qu'il y a des oreilles qui vont sciller dans mes contacts personnels proches qui peuvent être déjà venus en studio. C'est quoi la source? Ben, je ne dirais pas le nom, mais c'est le site qui offre tous les renseignements des cadastres et des territoires pour déterminer si telle zone est agricole ou pas. Je te donnerai le lien, tu le feras le publier. Parce que peut-être que je le sais pas. Ah ben, je pourrais peut-être mettre le nom. Ben, je vois-tu? Je vais l'écrire très rapidement en bas de la vidéo. Vous ferez pause. Non, mais c'est pas des spots à pêche, là. Non, c'est vrai, c'est un outil de trouver. C'est un outil de trouver parce que ce qui est le fun, surtout quand tu pêches à la truite, c'est de trouver des rivières qui auraient des courants avec des petites chutes d'eau, avec des habitats propices à l'ombre de fontaine. Donc là, quand tu observes une rivière en satellite, c'est de spotter les places où c'est que, hey, là, je pense qu'il y a une fosse là parce que je vois la petite chute qui est là. Mais si la précision est super bonne, oui. Tu sais, Google Maps ou même l'autre, là, souvent... Ouais, Google Earth. Souvent, tu as des zones que on dirait que le satellite a dit « Ah, moi, je vais juste photographier là l'hiver. » Oui, c'est vrai. Tu peux faire back-forward, back, puis tu peux avancer, tu peux reculer. Oui, mais tu as un environnement qui n'est pas très précis parce que c'est peut-être pas un champ d'intérêt pour Google Earth puis Google Maps, parce que les autres, c'est les villes, hein, c'est les places urbaines, mais les montagnes, La Gaspésie, des fois, tu as des bouts de bleu foncé. C'est ça. Tandis que ce site-là, qui est gouvernemental... dis-les. Ben, j'ai pas le nom, il y a AS. OK. Ça va être marqué en dessous. OK, c'est bon. Je voulais pas comme spoiler une autre affaire que c'était pas ça, finalement. J'en dis 6-7. Mais moi, je l'ai découvert parce que, par hasard, en faisant mes recherches, à un moment donné, j'ai vu une image satellite, puis j'ai dit, d'où ça vient, ça? C'est bien Crips. Puis là, en voyant l'adresse, j'ai dit, ça vient de ce site-là. J'ai été là, puis j'ai fait bingo. Bingo, j'ai le meilleur site. En tout cas, ça permet, moi, je suis un gars visuel, ça permettait vraiment de cibler les rivières qui avaient du potentiel. OK. Fait en fait, il existe plein d'outils. Il y en a au moins 15 à 20 outils potentiels qui peuvent nous aider à trouver des spots. Tu sais, c'est ça. Parce que aussi, l'environnement de l'ombre de fontaine, de la truite arc-en-ciel, c'est des milieux qui sont fragiles aussi, qui peuvent être rapidement vidés par des gens mal intentionnés. C'est pour ça que des fois, on est un peu réticent
à dévoiler un spot, à parler d'endroits de recherche. On est comme... Moi, c'est ma pensée personnelle. Là, c'est des milieux aussi que si tu veux pas faire nécessairement beaucoup de millage, forcément, ces rivières-là vont longer des propriétés des fermiers ou même des places de chalets. Il y a des petites routes qui peuvent des fois être à côté de ça, puis que certains autres outils satellites te montrent pas bien qu'une petite route là, ou un petit chemin. Là, c'est ça. Fait que des fois, ça peut vraiment jouer sur je peux aller là si je parque mon char là puis que je marche là. Parce que je sais qu'il y a un petit chemin. Je ne vais pas marcher dans la brousse parce que j'ai découvert quand même, puis tu dois aussi savoir ça, qu'on n'a pas de rivière proprement dite allouée à la pêche à la mouche au Québec. Les EC n'ont pas ça. Moi, quand je vais voir les EC... Tu parles pas de la Nicolette. Là. Non. Non. OK. Mais en général. OK. En général... Là, tu rentres là, pêche à la mouche. Non, c'est pas... à part les spots à saumon, évidemment. Non. Mais si tu regardes les emplacements français ou européens, ils ont beaucoup d'endroits que les rivières sont disposées pour que les pêcheurs à la mouche puissent soit marcher sur le bord ou avoir accès. Les Américains, tu as les parcs nationaux qui sont super bien... en tout cas, moi, ce que j'ai su, parce que je n'y ai pas été, mais que vraiment, ils offrent des endroits que les gens arrivent là, puis l'environnement est bien adapté pour avoir accès à la rivière. T'sais. Mais au Québec, toutes les EC que moi je connais, oui, il y a des rivières, mais à chaque fois que je leur dis, hey, si je veux aller pêcher à la rivière, là, ah ouais, mais attends, ça n'a pas été, il y a plein de branchailles, c'est dangereux. C'est là, dissuasif au bout. Ben là, tu dis, OK, ouais, je vais y aller, mais ça n'incite pas non plus le pêcheur à la mouche en rivière d'y aller. T'sais. C'est peut-être plus invitant aussi, puis il y a peut-être plus d'entretien, il y a plus de fonds peut-être alloués au renouvellement de l'espèce dans les cours d'eau. C'est pour ça que c'est plus... Ben moi, je pense que c'est la clientèle. Il n'y avait pas tant de clientèle là. Là, c'est en train de changer. Là. OK. Moi, je vois depuis les 7 ans que je connais ça, depuis au moins 5 ans, premièrement, il y a beaucoup plus de gens, ce que j'appellerais néophytes, qui font de la pêche, puis qui se filment, qui se mettent sur YouTube. Ouais. Ça, t'en as de plus en plus. Puis la pêche à la mouche, c'est beaucoup plus démocratisé aussi. Les femmes font beaucoup plus de pêche à la mouche qu'avant. Avant, c'était quelque chose de très masculin. Puis ça, là, je vois de plus en plus des filles sur le bord de la rivière. Pourtant, moi, j'aurais pensé l'inverse. Il me semble la pêche à la mouche, souvent, on préconise la délicatesse, la souplesse, la douceur. Souvent, il y a des coachs de lancer qui disaient... J'amène ma blonde avec moi. Ben, exemple, là, des clients de ces coachs-là, j'amène ma blonde avec moi, puis c'est elle qui l'a avant moi, parce que moi, je suis trop rude. Elle est plus douce. On dirait que c'est plus délicat sur son lancer, ça se fait plus en douceur. Mais tu sais, le pêcheur québécois, là, je vais peut-être dire de quoi qui va en choquer, là, mais... Oh boy! Les pêcheurs québécois ont eu des périodes, là, surtout en 60-70. Là, OK. Tu sais, moi, je connaissais mes mononcles, mes parents, puis tout ça, là. Tu sais, la pêche, c'était de la trôle, puis tout ça, là. Mais le souci de, justement, rendre ça, de faire attention à l'environnement, de diversifier aussi la pêche, de ne pas faire toujours la même affaire. Tu sais, il était très, là, la pêche, c'est ça, c'est les chums, une chaloupe, la 15 à 24, puis ça. Puis c'est bien correct, là. Sauf que là, c'est en train de changer. C'est en train d'évoluer différemment. Puis heureusement aussi, parce qu'il y a quand même, je pourrais dire, moi, une meilleure culture de prendre soin de ce qu'on a, là, comme les places pour pêcher, de faire plus attention quand tu es là, de ne pas trop laisser traîner tes affaires ou de jeter tes affaires. T'sais. Avant, puis encore maintenant, là, tu te promènes, tu vois des canettes, puis tout ça. Là, c'est vrai que des fois, c'est assez insultant. De voir ça, c'est comme... Tu dis, voyons, on est en 2024, 2025, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas croire qu'il y a encore du monde qui font ça. Ça existe encore, mais moi, j'ai l'impression que vu que ça se démocratise, ben les gens ils s'en aperçoivent que hey, ramasse-toi, puis fais attention à ton environnement. C'est ça. Il y a un vent qui tourne, puis c'est ça, parmi les pêcheurs, ça commence peut-être à changer de mentalité. Comme tu dis,
Puis aussi, tu me parlais tantôt que tu avec une petite crotte sur le cœur sur les différents types de pêcheurs. Je veux t'amener là. Je sens que ça peut être comique. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une pause. Je crains la caméra. Garde ton idée. On se rejoint tout de suite. Tu sais qu'est-ce qui est plus le fun que d'aller travailler? Le Gab Fishing Podcast. Tu sais qu'est-ce qui est plus le fun que de faire la vaisselle? Le Gab Fishing Podcast. Tu sais qu'est-ce qui est plus le fun de passer la tondeuse? Le Gab Fishing Podcast. Tu sais qu'est-ce qui est plus le fun que de ramener sa cheminée après l'hiver? Le Gab Fishing Podcast. Que de faire une sauce à spaghetti? Gab Fishing Podcast. Que de se fouiller dans le nez? Gab Fishing Podcast. Que de prendre sa douche? Gab Fishing Podcast. Que de compter jusqu'à 1000? Que de constater ta paye? Gab Fishing Podcast. Que d'écouter les nouvelles? Gab Fishing Podcast. Oui, bonjour, nous sommes de retour de cette pause. Alors, tu étais en train de parler de ton histoire de pêcheur, que ça fait près 7 ans que tu fais ça. Ouais. Tu t'es Je suis même pas arrivé encore à le Run and Thing. Non, ça, on en parle tantôt. On en parle tantôt, parce que ça, c'est son candy, OK? Fait que on pourrait appeler ça de même. Là. Ça a été mon épiphanie. C'est ça, mais ça, on en parle tantôt. Et que là, tu voulais me parler de quelque chose, c'est ça. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas encore abordé dans le podcast. Tu sais, oui, il y a plusieurs... Tu sais, peut-être que toi, tu es un pêcheur qui remède, ou peut-être que tu es un pêcheur qui est puriste d'une certaine façon, peut-être. Tu sais, tu voulais m'amener dans les types de pêcheurs. Or, moi, sur ce que tu veux, jaser de ça, je sais pas où tu veux m'amener. Bien, c'est sûr que la pêche à la mouche qui est offerte ici au Québec, on a beaucoup la pêche au saumon. OK, oui. La pêche au saumon, quand même, quand tu as un peu d'argent, c'est un trip que tu peux faire assez facilement, mais quand tu n'en as pas beaucoup, ben là, ça va avec tout. Là. Le voyage, l'équipement, puis tout ça. Si tu restes pas proche, t'as pas de chalet, t'as pas de guide, t'as pas de canot, t'as pas rien. Là. Mais souvent, l'équipement, les cannes, moulinets, peut-être pas soie, mais tu vois souvent dans les places qui vendent, soit que les salons de pêche, puis tout ça, tu vas avoir des kiosques où c'est que, bon, t'as tous les grands détaillants d'équipement, puis tu as vraiment la crème de la crème. Là, tu as le haut de gamme, tu as le moyen de gamme, mais qui est quand même un peu cher. Mais le bas de gamme, c'est pas apparent. Puis si tu en parles à certaines personnes, ou si tu as ça dans les mains, ben, tu vas peut-être avoir des petits sourires à dire, ben là, OK, c'est correct. Là. Ben voyons donc. Ouais. Ben, moi, j'avais un copain qui était. Que lui, c'était un guide de pêche. OK. Puis, il s'était acheté de la haute gamme. Ouais. Mais il y avait tous ses chums, puis comment j'appelle ça, des vieux bonhommes. Là. Des vieux bonhommes. Eux autres, ben là, ils arrêtaient pas tout le temps de taquiner. Parce que, hey, t'as ta canne à 2000$, c'est sûr que ça pogne plus de poisson. Puis le gars, pourtant, il disait, ben non, tu sais, je l'ai acheté parce que, ben, regarde, moi, je. C'est déductible d'impôts. Ouais, mais le gars, lui aussi avait une école. Lui, c'était un guide de pêche. Puis il dit, ben, moi, tu sais, j'ai mon équipement, puis tout ça, mais, tu sais, arrêtez de me gosser avec ça. Mais la valeur d'équipement, ou même. Ça, c'est une partie, mais aussi, le pêcheur à saumon, il va souvent te dire que la meilleure pêche qu'il n'y a pas au monde, c'est la pêche au saumon. Et quand tu goûtes à ça, tu vends tout. C'est sûr que quand tu as le salmon fever, qu'on appelle, ça. Là, c'est dur de t'enlever ça des veines puis d'être correct après. Je l'ai croisé un à Amkoui justement cet été. Il ressortait d'un pool où il y avait des rapides puis on pouvait en pogner là. J'allais descendre là. J'avais pogné 2 tacons plus une petite mouchetée. Mais le gars, il me dit, hey, tu vois là? Si tu vas plus loin en arrière d'un quartier industriel, tu vas voir, il y a une belle fosse. Il y en a 2. Je te le dis, là, tu vas. T'as jamais pêché ça, du saumon? Tabarnak, le gars, il m'a vendu ça comme si je pouvais vendre ma mère pour aller retourner sur la fosse 28. Ouais. Exemple, là, c'est fait que j'ai fait. Avec ma canne, j'étais en fin de journée, j'étais un peu fatigué. Ah, ouais, OK, bye. Je vais aller m'essayer, là, mais c'est vrai que le monde qui ont la fièvre, là. L'œil tilte un peu, là. C'est compréhensible. Puis moi, je veux dire, c'est pas un dénigrement, mais on sent des fois que... Moi, je vais donner juste mon expérience. Ceux que je croise des fois à la Nicolette, ouais. Ils viennent souvent, c'est leur première fois. En tout cas, c'est arrivé souvent que j'ai croisé des gens que ça faisait la première fois qu'ils étaient là. Puis, tu vois que c'est des pêcheurs au saumon. Parce que ce qu'ils sont sous le dos et tout ça, là, tu vois la pêche au saumon. Ça. Du Pentagonia, du Sims, du... C'est ça, tu sais.
Puis là, ils sont là. Ah ouais, moi, je m'en vais au saumon, puis tout ça. Puis là, c'est-tu correct, ça, toi? Ouais. Puis j'ai dit, ben, à la fin de la journée, vous allez avoir du fun, parce que, OK, c'est de l'ensemencer, parce que ça aussi, hein, il y a des puristes, là. L'ensemencer, la sauvage, hey, c'est pas la même affaire. C'est vrai que c'est pas la même affaire. Mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir de fun pareil. Là. C'est un sport. C'est ça, tu es supposé avoir une émotion positive à la fin de tout ça. Là, avant, pendant, puis après. Là, c'est ça. Puis c'est sûr que la sauvage va avoir un comportement différent que l'ensemencé. Mais quand tu le sais à la place que tu es que ça, tu vas pas te builder dans ta tête que tu vas avoir des combats de la mort quand tu sais que c'est dans l'ensemencé. C'est ça. Fait que, il faut à un moment donné que tu dis où est-ce que je suis puis qu'est-ce que je pêche dans la zone où c'est que je suis. Moi, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir de la sauvage, tu sais. J'ai eu des la combats. Sauvage dans Nicolette? Non. OK, excuse. OK. J'étais là. OK. Mais, tu sais, la sauvage dans Jacques Cartier. Pis ça, OK, oui. Qui était pas. Puis la grosseur que j'ai eue, puis tout ça, ben, je sentais qu'elle était vigoureuse, puis tout ça. Mais là, j'ai pas assez d'expérience pour dire, ah ouais, c'était totalement différent, puis tout ça. Je sais que c'est différent. Mais cette espèce de regard-là, de dire, ah, t'as été pêché à une place qui c'était de l'ensemencé, ah ouais. OK. Oui, on dirait que. Ouais, c'est ça. Mais ça, des fois, ça peut faire chier un peu, surtout quand tu t'aperçois que c'est une activité ludique, là. C'est pas. T'es pas là pour prouver quoi que ce soit. T'es là pour pogner du poisson, la remettre à l'eau de la bonne manière. Oui. Hein? Oui, j'ai eu des grandes erreurs dans ma vie de remise à l'eau. Parce que la remise à l'eau, ça aussi, le comportement des pêcheurs, là, ça change, mais ça, c'est une grosse affaire aussi à considérer quand tu veux adopter ce genre de pêche-là. Parce que soit que tu es viandeux, tu sais, les viandeux, eux autres, il y a un quota de 18, ils vont en prendre 18, là, tu sais. Mais ça n'arrive pas, là, un quota de 18. Là. Non. Ben, mais ils voudraient bien que ça soit un quota de 18, mais... Peut-être les perlants, je sais pas. Là, ouais, mais tu sais, quand ils font pas le quota, c'est tout le temps, tu fais ton quota? Non. Ah, ouais. Ben, puis ça. Puis là, ben, quand tu me fais de la remise à l'eau avec mes chums, souvent, je leur dis, ben moi, j'en ai passé 24. Hein? Ben oui, mais t'en as juste ton quota de 6. Oui, mais les autres, je les ai tous remis à l'eau, ils sont pas blessés. J'ai gardé ceux qui sont blessés ou ceux que je sais que, pauvre petit, je ne veux pas leur mettre à l'eau. Non, c'est ça. La mâchoire est... Mais là, ça les convainc pas assez de dire, ouais, mais je pourrais la remettre à l'eau avec... non, tu peux pas la remettre à l'eau avec tes trolls, là. Fais pas ça, là, tu sais. Non. Tandis que la pêche à la mouche, quand tu enlèves l'ardillon, vous savez c'est quoi? Le backup là, qui t'empêche le retour. Là, ouais. Si tu enlèves ton ardillon ou si déjà tu achètes des hameçons sans ardillon, ben il suffit de ne pas la blesser puis pas trop la fatiguer puis de surtout, ben, je ne vais pas énumérer toute la manière, là, mais il y a des précautions à prendre puis tu peux faire des journées de pêche si tu es moindrement bien... chanceux, puis si tu fais bien ta job... As-tu remarqué une différence entre ardillon et pas ardillon? Oui. Ouais? Oui. OK. Oui. Sans ardillon, j'en ai perdu plus. OK, oui. OK, parce que... Elle décroche, à un moment donné, elle fait un flip, puis là, ben, tu dis, OK, là, j'ai fait l'erreur de lui laisser trop de lousse. Parce que tu vas avoir une certaine tension, tu sais. Fait que c'est tout le temps suite à une erreur que tu vas la perdre. C'est ça. Si tu gardes toujours l'attention, tes chances sont plus... augmenter de la garder, c'est ça. Parce que. Ben, qu'elle reste accrochée, puis là, mais c'est surtout pour la décrocher. Ouais. Avec l'ardillon, t'as tout le temps une résistance, puis il faut qu'elle soit vraiment sa babine. Parce que, tu sais, si elle n'est pas sa babine, c'est un peu plus proche de l'œil ou whatever. T'as des chances de maganer la truite parce que l'ardillon va être difficile à enlever. OK, ouais. Fait que. Tu sais, moi, j'essaie de faire ça quick. Là. Si le poisson, là, même à la limite, je suis tellement content quand elle est dans le net puis elle s'est décrochée tout seul. Là, je fais wow, merci. T'sais. C'est le bon timing là, quand même. Là, hey, c'est bon. C'est bon. Parce que ça, moi, je suis comme à la veille de. Ah, je vais peut-être me faire une série de mouches, pas d'ardillon. Je vais les pincer. Je vais essayer de diminuer quelques risques. Là, parce qu'avant. Moi, j'étais pas un viandeux, mais j'étais comme, je ramène quelque chose pour manger à la fin de la journée. Si c'est 2-3 truites, ça sera 2-3 truites. Si c'est 4-5, je veux dire, je me rendais pas au quota
à la fin du quota, mais je voulais me ramasser un repas, un bon snack. Là, t'sais. Fait que aussi pour y faire goûter à mon gars, qui n'a jamais goûté la truite indigène, là, je vais y en apporter une coupe, puis ça a l'air qu'il aime bien ça. Fait que au moins, yes, j'ai quelqu'un qui aime le poisson dans la maison. Fait que. Mais peut-être que cette année, peut-être que la remise à l'eau, ça va faire partie plus de mon protocole de pêche. Juste pour la pérennité de l'espèce. C'est ça. Comme, voyons, cette année au maquereau, je voulais aller j'étais allé à Matane, pogner du maquereau, puis à Méchin, il était moins là. C'est-tu la période? C'était-tu parce que c'était début à août que c'était moins bon? Là, en fouillant dans les articles de pêche et océan, je me suis rendu compte que, écoute, le maquereau, il est dans une zone critique, mais pas critique intense, mais il est dans une zone où il faut se poser la question sur qu'est-ce qui se passe avec cette espèce-là, pour quel facteur qui pourrait être en diminution. Tu sais, si le phoque qui monte, le changement climatique, une maladie, la surpêche, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, fait que, bon, peut-être que j'ai-tu besoin à ce point-là de ramener 20 maquereaux à la maison, exemple. Fait que oui, je peux me faire des conserves pour te faire un an, mais peut-être que le vrai trip, c'est de consommer sur place le type de prise à la journée. Ça, c'est l'idéal. 4 macros d'une journée, c'est gros un macro, là. C'est gros, ça peut aller jusqu'à 15 pouces. Là, mais en tout cas, les plus gros que j'ai pognés. Là, fait que mais dans une soupe, c'est débile. Là, fait que j'ai peut-être besoin de moins pêcher de prise. Fait que ça va faire partie de tout ça. Fait que ça, c'était ta pensée des pêcheurs. Mais tu sais, je fais ça, j'ai ça, mais sans de gros jugement. C'est ça. T'observes. Ouais, puis je vais arriver à justement le roll and thing avec ça. Parce que qu'est-ce qui m'a apporté à le roll and thing? Oui, c'est ça. C'est un type de pêche bien précis. T'as découvert ça tout d'abord, la pêche avec des nymphes, c'est pas quelque chose que les gens sont... C'est pas une trouvaille du siècle. Là, les nymphes ont tout le temps été parmi les leurres, parmi les mouches qui sont offertes pour la truite puis tout ça. Sauf la technique d'utilisation qui est de type européenne. Oui. Cette technique-là, surtout en rivière, parce qu'il faut dire que l'euronymphing ne se fait pas en lac. C'est pas comme ça que... Ça se deal pas comme ça. Non, parce que tu y vas avec le courant, avec la pesanteur. C'est ça. Fait que explique-nous. Vas-y, pars où tu veux. Moi, ce qui a tilté dans ma tête, c'est à un moment donné, je tombe sur une vidéo, le gars, il me dit, il parle à moi, il dit à son public... Il dit 80% du temps, le poisson va prendre des prises sous-marines, en dessous de l'eau. À la base, proche du fond. 80%. À la base, ça se nourrit au fond dans des larves collées ou des larves qui émergent, qui se développent. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. OK. Donc, une bonne pêche, pour pogner du poisson, si tu comptes sur le 20% que la truite va aller chercher pour les éphémères puis tout ça qui se trouve en surface, oui, tu vas avoir des périodes qui vont être propices à ça, puis ça va être vraiment le fun, puis tu vas voir des gobages, tu vas vraiment vivre un trip. Mais si à un moment donné, il n'y a plus rien, faut pas que tu t'imagines que dans le fond, il n'y a pas rien. C'est ça. Elle est là. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle est tranquille, elle mange, parce que elle est faite pour ça, là. On peut qualifier des types d'espèces de poissons plus opportunistes que d'autres, plus farouches, plus agressifs que d'autres. Je me suis fait dire, le doré à plusieurs moments de la journée, des fois, il se force pas trop, il prend ce qui passe. Oui, c'est ça. Puis peut-être que la truite, peut-être qu'elle prend pas ce qui passe, mais elle n'en laisse pas passer non plus. Là, elle a ses périodes. On me dit qu'elle a ses périodes. J'ai jamais vraiment vérifié ça par la pratique, mais c'est un fait que j'ai des heures dans une journée de pêche que il y a plus d'activités que d'autres, là. Même si je sais qu'il y a des truites qui est là. OK. J'ai quand même vu que entre 10h30 et midi, puis 1h, 2h, là, ça va de la pêche lente et vraiment, faut que tu offres ça en avant de la tête. Tu t'as compris à cette période-là que ça ne tentait pas dans les cours d'eau / période que tu allais pêcher? Bien, souvent à cause de la position du soleil. Oui. Un soleil trop direct
fait en sorte qu'elle, elle sait que si elle bouge, elle peut être repérée. C'est ça. Donc, elle va se tenir dans un fond aussi qu'elle ne sera pas visible, mais elle va se tenir aussi bien tranquille parce qu'elle va dire je vais attendre avant de me nourrir. Puis, ça. Puis les cycles aussi d'émergente. Ouais. Ça aussi, la nature a des cycles aussi. Là. Moi, il faut que je lise là-dessus pas mal plus. J'ai vu un documentaire sur YouTube, Le bal des mouches. C'est en France, là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment pas mal la grande majorité du documentaire. Ça explique aussi la période d'éclosion. Ils suivent 3-4 pêcheurs dans un cours d'eau. Puis là, toi, comment tu vois ça? Comment tu approches les périodes d'éclosion avec la pêche? Comment tu orientes ton type de leurre? Puis tout. Il y en a qui sont comme... Des fois, là, ça donne rien. Tu poses ta canne, tu regardes ça passer. C'est un beau spectacle, mais tu le sais des fois qu'elle ne sera pas preneuse. Des fois, tu le sais, OK, là, c'est le moment. Des fois, tu peux... T'as-tu déjà vécu un moment aussi que toutes les éphémères volent, là, puis qui sont en... Non. Hey, ça, J'ai jamais vu ça. Ça m'est arrivé une fois, mais j'étais à la pêche au doré. Je n'étais pas dans le bon type de pêche, là, mais on était sur une rivière, puis à un moment donné, j'ai vu ça partout. Puis là, je voyais quand même, il y a des gobages, mais j'ai dit à mes chums, si j'avais une canne à mouche, là, je te sortirais. Là, c'est le temps, là, c'est le boom qu'on appelle. Ouais. Là. C'est très court, hein, aussi. Oui, c'est très court. Puis ça, cet aspect-là, je trouvais ça moins sexy de connaître toutes ces étapes-là. Je trouvais il y en a pas mal à apprendre quand tu veux commencer à fouiller. Ouais. Puis je me suis dit, OK, s'ils me disent que 80% du temps, elle va se nourrir dans le fond, puis qu'avec une nymphe plombée, tu vas lui offrir ça en avant de la face, que tu vas avoir du succès, OK, je vais essayer de voir c'est quoi cette pêche-là. Comment qu'on fait ça? Ouais. Fait que t'as commencé où? Puis là, j'ai commencé, encore une fois, je me suis documenté pendant 6 mois de temps Ah, sacré. sur YouTube. J'espère que c'était l'hiver. Et le même gars qui faisait l'école, le Spirit, il faisait une activité avec la rivière Nicolette, puis il avait invité un expert de pêche de type européenne. Oui, OK. Rafan Cyprian, qui s'appelle. J'ai déjà entendu ça, ce nom-là, quelque part. J'ai pas vu la face, mais là, entendu il est en Europe, là, il y a des tournois et tout ça, mais OK. il faisait un atelier juste pour ça. Fait que là, moi, je me suis inscrit. J'ai dit, encore une fois, c'est quelqu'un qui va peut-être... Tu sais, j'ai peut-être des mauvaises manies puis tout ça, mais là, c'était plus sur l'équipement là, qui m'a gagé. OK. Il a commencé par où? Ben là, lui, en premier, c'était une canne de Stifi de 3000$. J'ai dit non, tu m'auras pas, là. Tu vas pas m'accrocher avec ça. Tu vas pas me faire acheter ça, là. Ta pêche à Euronymphing, je peux faire du fun. Il n'y a pas ça. C'est la sensibilité qu'il disait? Ça, je vais en revenir à ça. OK. Parce que d'ailleurs, j'en ai ma canne. OK, oui. Je vais faire du placement produit parce que pour les néophytes, pour ceux qui veulent commencer, là, je vous dis, prenez ça. Là, Veux-tu que je l'amène tout de suite? Oui, tu peux l'amener tout de suite. Let's go. Vas-y. Let's go. Fait que lui, en fait, oui, c'est sûr que c'est un puriste. Hein, c'est un gars qui faisait des tournois. Donc, lui, pour gagner ses tournois, pour vivre de ça, ben, faut qu'il y ait la Ferrari. Hein. Ben oui, c'est ça. Là. C'est normal. Là. Mais là, j'y disais, ouais, mais moi, je veux pas dépenser pour full d'argent. Ah, ouais, mais bon. Là, finalement, il m'a montré les bonnes techniques, puis c'était de toute beauté, parce qu'on était sur la Nicolette, tu avais des autres pêcheurs, tout ça, tu avais les 3-4 personnes qui suivaient le cours, puis à un moment donné, ils nous expliquent de quoi, puis là, bien évidemment, les gens qui prenaient le cours comme moi, c'était des gens qui pêchaient à sèche, puis qui n'étaient pas trop sûrs si vraiment c'était une bonne affaire. Puis il dit, il prend sa canne, il dit, gars, je vais vous montrer comment c'est efficace, tout ça. Il va à une place, il s'installe là, lance, poc, une crise de truite. Là, tout le monde se regardait, on disait, mais c'est un magicien. Je vais vous montrer comment c'est efficace. Non, mais c'était comme, comment ça qu'il était là? Comment ça qu'il savait? On voyait rien, c'était une belle petite fosse, là. OK. Mais il te l'a eu, là, le premier lancé, pac! Ça avait l'air simple, ça avait l'air niaiseux comme lancer. C'était simple comme bon. Mais c'est simple, puis c'est pas simple, parce que... Tu vas m'expliquer pourquoi c'est simple puis c'est pas simple après cette... Après, c'est la pause, oui. OK, fait que là, tu disais que c'est simple puis c'est pas simple, pourquoi? Bien, parce que la pêche... Ben, la pêche à la mouche, mais la pêche à Euronymphing, t'as divers facteurs. Là, je ne vais pas les nommer, je ne vais pas te dire le nom, mais OK. Premièrement, t'as
la lecture de la rivière. Ça veut dire quoi, ça, lire la rivière pour toi? Lire la rivière, c'est que tu arrives à une place. Puis là, premièrement, s'il y a du courant, comment ton courant, comment physiquement ton courant se fait? OK. Tu vois-tu une roche émerger ou tu vois-tu un bouillon? Tu vois-tu un remous quelque part qui indiquerait qu'il y a des roches là, mais que tu ne vois pas? Tu sais? Un courant aussi en rivière va avoir des lignes de vitesse différentes. Tu vas avoir un courant qui va être un peu plus rapide que sur le bord, par exemple. Tu sais? Ouais. Tu sais, souvent, une rivière va être faite que sur le bord, tu vas avoir ça va être assez lent. Vers le côté, tu vas avoir des zones qui sont plus ou moins rapides, mais tout dépendamment des obstacles C'est ça. qu'il y a là. Sur le centre, souvent, ça va être rapide. Ça dépend comment il y a une chute en avant. Il y a OK. plein de facteurs que lire la rivière, c'est de déterminer où sont les courants de grande vitesse, de moyenne vitesse, où sont les contre-courants aussi, parce que une place va donner un courant qui va faire un retour, qui va avoir une zone de stagnation qu'on appelle, que si tu mettrais, mettons, une feuille... Une espèce de bouillon, là. Oui, mais tu sais, la feuille va continuer, mais rendu là, on dirait, à vire. À vire, là, elle reste là. Fait que là, quand tu repères ces endroits-là, la première chose que ça t'indique, c'est qu'une truite va utiliser ces courants-là pour se nourrir. Son garde-manger dépend de où la bouffe arrive aussi, là, tu sais. Parce qu'une truite qui va se retrouver dans un lac qui est très... pas un lac, mais une rivière qui est très calme comme ça. Bon, premièrement, qu'est-ce qui se passe quand une rivière est très calme de même? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'eau. Une truite va vouloir avoir un apport d'oxygène dans son système pour se maintenir en vie, avoir de l'eau froide aussi, donc le courant vite va apporter de l'eau froide. En fait, c'est ça, juste pour l'oxygène apporté dans l'eau, c'est quand il y a un bouillon, l'air est entraîné, ça fait des bulles, tu sais, l'eau, il y a de l'air dans l'eau. Ouais. C'est ça, c'est pas... mettons que tu regardes un verre d'eau, tu peux pas savoir, tu sais, le taux d'oxygène. Tu sais, faut qu'il y ait de l'eau mécaniquement. Faut qu'il y ait de l'air mécaniquement qui soit entraîné dans l'eau. Ça peut être... Ça fait des bulles. Ça là, peut t'sais. être une petite chute, ça peut C'est être un petit versant rapide. Ça peut être aussi un emplacement que, à cause de la structure des fosses, le courant va devenir un peu plus vite à cet endroit-là. Là, OK, c'est ça. Mais plus que tu connais comment lire une rivière, plus ça va t'indiquer que si tu as à mettre une mouche quelque part, ou une nymphe, tu vas pas la mettre à des places que tu dis il y a moins de pourcentage d'efficacité qu'il va y avoir une truite là, parce qu'il y a moins d'oxygène, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Fait que là tu segmentarises ta rivière, puis là, tu peux dire, OK, par où que je commence? Parce que t'as, mettons, un scénario, là, t'as un petit rapide, t'as 3-4 roches, tu vois un courant, le courant est fort à des places, le courant est un peu moins fort sur les bords, là, tu te dis, où c'est calé? C'est ça, là, tu te la poses la question quand même. Parce que souvent, en rivière, tu vas te retrouver à des places où il n'y aura pas de gobage. Puis les pêcheurs à la sèche, c'est ça qu'ils vont observer beaucoup. Quand ils en voient, là, c'est comme un indicateur pour eux autres qu'il y a du potentiel. Quand il n'y en a pas, ben, ils vont pêcher à la noyée, puis tout ça, puis ils vont essayer à des places à peu près dans les mêmes cadres de sélection d'emplacement. Là. Parce que ce que je dis là est aussi valable pour les pêcheurs à la sèche, noyée, puis tout ça. Là, c'est la même affaire. Faut lire une rivière, après ça, tu C'est décides ça. qu'est-ce que tu fais selon ta lecture de rivière. Là. Puis là, ben, après avoir lu la rivière, tu la lis aussi selon la profondeur. Parce que tu peux t'attendre à une profondeur X à vue, parce que si ta rivière est quand même claire, tu peux la déterminer à peu près. Ou si tu la connais déjà, mais c'est la couleur de l'eau aussi. Là. Tu vas voir les fosses quand ça va être plus foncé, puis tout ça. Donc, tu peux, OK, là, si je veux de la grosse va être pas mal dans les bonnes fosses. Là. La moyenne petite va se tenir alentour, parce que c'est territorial un peu, une truite. Hein, C'est ça. C'est, souvent, on me disait, ouais, elle, c'est elle qui mène. On dirait que c'est elle qui a comme le droit de passage en premier quand il y a de la bouffe, là. Tu sais, c'est...
Paul, il m'a déjà expliqué le mot, là, mais tu sais, à un moment donné, dans une de nos sorties, on est allé dans un petit creek, puis dans sa vidéo à lui, à la fin de la vidéo, on pogne une 11 pouces de creek. Mais tu sais, c'est là, après ça, quand on l'a pogné, on avait repris une autre truite, mais un peu plus petite. On s'est comme, OK, pourquoi c'était la plus grosse qui a sauté 2 fois en premier, sa mouche à Tom, à Paul, puis qu'après ça, ça soit la plus petite? Y a-tu un lien? Y a-tu pas de lien? Tu sais, il faut quand même se la poser. La truite plus grosse, as-tu prédominance sur les autres, tu sais, dans le territoire? Tu sais, Je connais pas assez ce genre de. Si vous connaissez de la choses. documentation, quelqu'un, shootez-moi ça dans les commentaires. On apprend Fait que, toujours, on apprend toujours. Fait que quand tu as bien lu la rivière, puis ça implique aussi de prendre une pause avant de commencer à pêcher. Tu sais, les gens qui arrivent sur une rivière ou un emplacement, n'importe quel, là, puis tout de suite, ils lancent leur ligne, là, puis ils savent pas. Là. Premièrement, souvent, ils vont peut-être faire peur aux poissons qui sont alentours parce qu'ils se précipitent. Tu sais. C'est ça. Aussi, souvent, tu t'offres à la rivière. Moi, je suis un ninja de la rivière. Là, OK. tu sais. Déplace lentement. Lentement, puis je vais des fois un petit peu m'accroupir quand je vais faire mon lancer. Parce que si je suis trop debout, puis trop selon, aussi si j'ai le soleil en avant, je peux faire de l'ombre, je peux faire, tu sais. Une ombre qui apparaît, c'est mauvais signe pour les truites, là. Ben, tu sais, des fois, tu te dis, pourquoi que je la vois, là, puis là, il y a une mouche qui passe, là. Elle va, elle revient, elle fait pas rien. Puis pourtant, c'est que, c'est pas qu'elle t'a vu. C'est qu'elle sent qu'il y a peut-être un danger quelque part parce que peut-être elle a perçu une ombre ou perçu quelque chose. Elle n'est pas si intelligente que ça, mais son instinct va dire tiens-toi tranquille. C'est ça. Il y en a qui disent ah, c'est intelligent les truites, tout ça. Non, c'est pas intelligent, mais ça suit un instinct. Mais si tu arrives, gros gens comme devant, que tu t'équipes, premièrement, tu t'habilles avec des couleurs flash, t'as un moulinet avec des sparkles, dorés, ouais. Avec des sparkles, ou même une canne qui est je sais pas, moi, d'une couleur que le reflet de la lumière va. Il y a la truite, là, je pense qu'elle a dit il y a de l'activité ici, je vais me tenir tranquille. Fait que être un ninja de la rivière, c'est de faire attention au bruit, de faire attention au remous, mais pas être super crinqué. Il ne faut pas non plus que tu commences à te mettre un bandeau ninja. Hey, ça pas. Se met des stripes en dessous des yeux. Mais il faut que tu fasses quand même attention à tes déplacements. Oui. Et à ton positionnement. Puis, l'autre affaire de super important, c'est la vitesse du courant. Oui. OK, parle-moi de ça. Parce que la vitesse du courant va déterminer un peu le choix dans tes nymphes à prendre pour atteindre le fond. Parce que c'est sûr que, premièrement, les nymphes qu'on utilise ont, pour la majorité du temps, ce qu'on appelle les tungsteds. Là, abilles, là. Abilles. C'est souvent des jigs, des hameçons jigs. Et avec l'œillet vers le bas, ça fait. Il me semble que c'est ça. Là. Quand on la lance, l'œillet va être. Le crochet va être par le haut. OK. Ouais. Mais je veux dire, la bille va faire en sorte qu'elle va se déposer comme un peu un jig. Là. OK. Je te suis, ouais. Donc, par exemple, si tu arrives, tu as une place que là, tu es rendu un courant moyen faible, qui est une très bonne zone. Ben là, tu dis, le courant, il est fort là, mais on sait qu'une truite n'aime pas dépenser beaucoup d'énergie par rapport à la valeur de ce qu'elle va gober, tu sais. OK, oui, ben oui. Parce que si tu t'excites trop et tu manges des petits crackles, à un moment donné, t'as faim avant. T'es en déficit, là. T'es en déficit, là. Fait qu'elle va essayer de se positionner à des places aussi qu'elle va avoir, oui, un courant qui est moyennement rapide. Elle va se positionner là, souvent en arrière d'un obstacle qui va permettre un remous pour ne pas avoir trop de courant sur elle. Mais elle va avoir souvent un courant rapide à côté. OK. Qui va avoir le transport de tous les aliments qu'elle a. Puis ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se tasser, elle va gober, elle va se remettre. T'sais. Ça, c'est souvent le mouvement d'une truite en rivière. T'sais. Positionnement derrière quelque chose. Ils vont voir de quoi un petit peu au loin. Ils disent, OK, c'est quoi? Ils vont se tasser. Ils sont dans le courant quand même un peu rapide. Là, ils disent, OK, ça vaut la peine. Ils vont gaber, puis ils vont revenir. T'sais. OK. Donc, ce qu'il faut que tu repères, c'est les lignes de courant qui sont un peu rapides, puis lentes. Donc, le filigrane de ce courant-là, quand tu peux le repérer, tu dis, ta truite est là,
Mais ma mouche, je vais la mettre, ma nymphe, je vais la mettre dans l'autre partie. Faut qu'elle se décale dans l'autre section, qu'elle va gober puis qu'elle repoigne son poste. Puis là, si tu mets, supposons que tu as un courant assez rapide, mais tu mets une nymphe avec une petite bille. On parle du petit, là, vraiment du petit. Ouais, mais tu sais, là. On n'a pas de grandeur. J'ai là. pas de grandeur, mais à un moment donné, tu feras un spécial. Oui! Oui! Quelle bonne idée! Je viendrai avec toi, je te montrerai tout ça. Parfait. Si tu donnes une nymphe avec une bille qui est pas assez lourde, ce qu'elle va faire, c'est quand elle va être déposée dans l'eau, elle va. C'est sûr que ces leurres-là, c'est pour couler en premier. C'est ça. Ça reste pas en surface, ça reste pas en suspension. Ça saigne tout de coule. suite, là. C'est ça. Donc, toi, tu veux savoir que si elle coule dans ça d'eau, ici, quand elle va être dans le courant, qu'elle reste quand même dans ton strike zone, donc ta zone d'attaque, tu dis, il doit y avoir de la truite à peu près dans cette zone-là de profondeur, qu'elle puisse descendre, qu'elle aille à côté ou qu'elle aille même un peu le fond, au-dessus. là? Ok. Mais elle peut toucher le fond parce que le roe-nymphing, c'est de la pêche de contact. La pêche de... Ce que tu sens avec ta soie, ta ligne, tu la sens sur ton doigt, tu vas sentir tous les petits trucs. Tu vas te sentir le fond, mais elle ne va pas s'accrocher nécessairement. OK. C'est souvent à cause du jig, à cause du positionnement de l'hameçon, ça ne gratte pas le fond, ça va juste bouncer. C'est ça. Fait que des fois, tu vas sentir la petite roche ou le fond, puis tu vas savoir que c'est pas un poisson. OK. T'as déjà su que c'était un poisson et non une roche à un moment donné? Ben oui. Ben, tu l'as expérimenté Parce plein de que, fois. à un moment donné, quand que la subtilité de ça, c'est que tu es toujours en contact avec ta mouche. Parce que la sèche, souvent, tu vas la lancer, mais ça va être au gabage que tu vas ferrer. C'est ça, à la vue, tu C'est ça. te sers de tes yeux là, tu te sers de ta main. Ta vue va déterminer ton ferrage. OK. Souvent. OK. Tu regardes quoi à l'euro-nymphing quand c'est le temps de ferrer? Ben, tu regardes pas, c'est que tu sens C'est ça. avec ce qui se passe. OK, c'est bon. Puis la meilleure leçon que je pourrais dire aux gens qui débutent là-dessus, c'est que ferrez tout le temps quand vous sentez de quoi. Même si c'est une roche à un moment donné, là, que vous sentez qu'il bande sur une roche, ferrez, mais pas besoin de ferrer avec des... Nous, c'est un... Tu as juste à faire un petit coup de poignet comme ça. Tout ce que ça va faire, si c'est une roche, elle va bouncer, elle va continuer. OK. Mais souvent, c'est que le poisson, la truite, elle va des fois s'essayer sur une mouche, puis elle va la cracher tout de suite, mais tu ne la sentiras pas. OK. Parce qu'elle n'a pas refermé complètement sa bouche. Ouais. Puis, donc, tu n'as pas de... Elle va pas comme faire ça puis partir avec. Elle va juste faire ça, puis elle va la rouvrir. Parce que des fois, elle va dire « Ah non, ça, je prends pas ça. » tu sais. Elle goûte un peu. Ben, c'est qu'il n'y a pas de... Il va y avoir un contact, mais c'est tellement subtil que à un moment donné, tu vas dire « Ah non, c'est peut-être une roche, puis tout ça. » C'est ça. Mais vu que c'est une pêche de contact, si tu sens moindrement... si tu la sens sur ta soie, que quelque chose tu fais, mais aussi à vue, là où est-ce que tu vas le savoir, c'est que le roe-nymphing, tu as un indicateur sur ta ligne. OK. OK. Ça s'installe après ou ça vient avec Bon, le... il y a plusieurs C'est ça. types d'indicateurs. J'en ai vu beaucoup, des strike indicators, là, c'est ça, mais lequel, selon toi, serait bon et approprié? La première affaire à vous dire là-dessus, c'est Ouais. que les indicateurs qui flottent, en roe-nymphing, c'est pas ça. OK. OK, c'est bon. Tu peux utiliser... Comme un bobber, mettons, là, tu sais. Ouais. Non, tu prends pas ça. OK. Parce que l'indicateur au roe-nymphing, tu vas en avoir, je dirais peut-être de différents types, là, mais le meilleur, c'est ce qu'on appelle les lignes indicatrices de couleur. OK. OK? Donc, tu vas avoir, mettons, un bout de 3 pouces d'orange, un bout de 3 pouces de jaune, puis il va s'alterner. Là, tu vas prendre cet indicateur-là de ligne que tu attaches après ta soie, puis ensuite, après ton leader, après ton avançon. OK, parfait. Puis cette ligne-là, quand elle va être dans l'eau, c'est que c'est elle qui va être sur la surface de l'eau. C'est elle qui va parcourir la surface de l'eau.
OK. OK? Et c'est elle que tu regardes. Si à un moment donné, tu vois que ton indicateur de 1, tu dis OK, je vais l'abaisser parce que je sens pas le fond. Là, tu dis OK, là, je sens un petit peu. Je pense que je suis pas mal dans la bonne zone. J'ai à peu près ça d'indicateur orange. Là. OK. Là, je vais la suivre comme ça parce que tu as la technique du lancer. Ça, je vais revenir là-dessus. OK, c'est bon. Mais là, tu vois la zone. Puis là, à un moment donné, tu vas voir ta soie. Là, oh, elle arrête un peu. Pourtant, il y a du courant, là. Puis tu sens pas rien, mais elle a arrêté. Ça, souvent, c'est qu'il y a un poisson qui a essayé de la gober. OK. Puis t'as juste... Dès que tu vois que ton indicateur fait un mouvement qui n'est pas logique dans un Oui, courant, c'est ça. Ça suit pas le stream, là. ça ne suit pas le stream, tu ferres. OK. Tu vas soit avoir rien, ou soit avoir la truite que tu dis « Ah, tabarouette, était là, puis... Colin. Mais pour avoir un déplacement suave et doux, ça prend une technique pour lancer ta ligne, là. Bon, Tu peux la pas. technique de lancer. Ce qui est bien le fun avec le Run and Thing, c'est que t'as pas de... T'as pas un gestuel qui demande 3 heures d'enseignement. OK. OK? Ah, avec, au moins, c'est soulageant. Ouais. T'as ta canne, OK? La première affaire à t'assurer, c'est ton angle de ta ligne pour qu'elle soit dans l'eau. OK. Donc, il faut que ta ligne soit à peu près à 45 degrés. Ça veut dire que le bout de ta canne, aussi que tu as ta ligne qui va jusqu'à l'eau, il faut qu'elle ait un angle d'à peu près 40-45 degrés. OK. Si elle est trop droite comme ça, ton leurre est trop proche, ça ne vaut pas grand-chose. Si elle est trop loin, souvent, c'est que ton leurre n'est pas assez profond dans ta bonne zone. Là. OK. Mais le meilleur, puis aussi, tu vas avoir de la misère à voir ton indicateur parce que tu as trop d'angles. Tu peux pas savoir si elle rentre. Parce que OK. des fois, elle va arrêter, mais elle va peut-être juste un peu reculer. Là, fait que un angle de 45. Puis le lancer, c'est tout simplement, tu sors ta soie, OK. La longueur tu que la tu laisses veux. aller un petit peu, mais c'est une pêche de proximité. Hein. C'est pas une pêche que tu envoies ça loin. Là. À 60. Non, c'est ça. OK. Sauf que de là, pourquoi il y a des cannes spécifiques à ça, OK. tu vas savoir pourquoi. Donc, tu sors ta soie avec ton indicateur, avec ton leader, avec ton... tout ça. Et tu la laisses le couler. Et tout ce que tu fais, comme ça, ta pitch. Tu as juste à pitcher. OK. Pas d'overhead pendant une demi-heure, là. Pas de faux lancer. OK. C'est sûr que tu peux pitcher, tu dis « Ah non, c'est pas la bonne place. » Fait que là, tu vas voir, mais l'important, c'est que tu pitch. Ta pitch... Ouais. Les puristes vont dire c'est qui ce gars-là, Chris? Bon, d'autres oreilles qui vont sciller ce soir. C'est que ton mouvement va faire en sorte que. En fait, c'est pas nécessairement la soie qui propulse. Tu sais, la pêche traditionnelle à la mouche, c'est la soie qui propulse. C'est ça, ton power. Là, t'as comme plus une combinaison que c'est la bille, c'est le poids qui va... Parce que... L'effet catapulte, genre? Oui, c'est l'effet exactement. L'effet catapulte. L'effet catapulte. Tu catapultes ta nymphe. OK. Puis elle, quand elle va toucher l'eau, là, c'est là que, avec ton bras, parce qu'il faut que tu aies un bras haut. OK. Tu peux pas pêcher avec un bras comme ça. Là, la soie touche à terre direct à 3 pieds. Il faut que tu aies un bras haut. Okay. C'est pour ça que la pêche à la nymphe requiert des cannes qui soient légères. Okay. Parce qu'à la longue, là, à un moment donné, ton bras va se fatiguer. T'sais. OK, c'est pour ça que tu en as apporté une pour nous montrer. Là, moi, j'ai apporté, oui, pour diverses raisons, mais tu peux pêcher à la nymphe avec une canne de 9 pieds. Là. OK. Si elle est légère, là, elle peut faire la job parce qu'elle va. Mais il faut que tu aies une soie quand même adaptée. Puis ça, il existe des soies pour ça. Ça aussi, je vais revenir si j'ai le temps. Mais les cannes pour le Running pour la pêche à la nymphe, c'est des cannes en moyenne de 10 pieds à 12 pieds. OK? Pourquoi c'est long comme ça? Parce que, vu que c'est une pêche de proximité et que tu ne lances pas ton leurre hyper loin, tu veux quand même une bonne distance. Puis la longueur de ta canne va faire en sorte d'avoir plus de distance à couvrir. OK. Ben oui. Fait que c'est pour ça que
Quand tu pêches avec une 9 pieds, avec une canne traditionnelle, là, tu as le facteur distance que tu diminues. Mais il y a aussi l'autre facteur, c'est la sensibilité de la canne. Parce que une canne à Euronymphing, tu vas avoir la partie proche de la main, Oui, OK? oui. Qui va être quand même assez rigide. Parfait. OK? Là, il y a des actions fast. Oui, c'est ça. Tu tombes dans des fois, je me gamme trompe, là, mais interminable. la partie proche de toi est quand même assez rigide parce que c'est elle qui va donner le torque de catapulter. OK, c'est bon. Mais le bout va être très sensible, va être très assez mou parce qu'elle, elle va fouetter un petit peu plus. OK. Puis surtout, elle va être très sensible aux moindres petites choses qui vont se passer au bout de... OK, fait que tu maximises la sensibilité parce que ça. c'est avec ton senti que tu ressens les gobages, là, c'est ça. Là. Puis moi, la canne que j'ai achetée sur Amazon... Amazon? Okay, Amazon. Colin. Les oreilles cils encore, j'imagine. Mon Dieu, puis là, ben, c'est en site, faut pas trop parler d'Amazon. Hein? On c'est ça, vite, avant que ça disparaisse. En fait, c'est une... Bon, la marque, c'est pas si important que ça, mais on voit ici que elle peut être une canne de 9 pieds, mais qu'elle va jusqu'à 10 pieds et 6. Parce qu'elle a une rallonge dessus. OK, elle a une rallonge. Yes. Fait que moi, je peux la porter et faire de la pêche à la sèche. Mais si je me dis, tiens, mais c'est sûr que je vais avoir un bout un peu mou, là. OK, ça vient avec, là. C'est versatile, mais si pas deux cannes. Si je mets mon reel avec une soie, je vais adapter quand même la soie avec ce genre d'action de canne. Là. Parce que si je mets une soie qui n'est pas adaptée à ça, là, je vais vivre sur ce que tu as vécu. Non, c'est ça, là. Et fait que, vu qu'il y a une rallonge, ben là, moi, je me rends à 10 pieds 6 pouces. Tu vois ici, là, ça dit que ça prend une soie numéro 3. OK. Bon. Du petit stock, là, mettons. Là, du petit stock. Mais pour une personne qui voudrait faire ça avec sa canne normale, il existe des lignes pour le Runenfing qui se vend, que tu attaches après ta soie normale, qui fait une extension. Puis cette extension de soie-là, c'est la soie c'est elle qui va sortir de ton reel, puis ta soie normale va rester dans ton reel. Okay. Tu ne l'utilises pas, tout à fait. Mais ça te permet de ne pas mettre un reel avec toute une soie de type Euronymphing. C'est ça, c'est une pêche de proximité, fait que autant de soie. Non, tu n'en as pas besoin. Puis tu sais, quand c'était à truite, normalement, un reel, ça te vide pas du fil pendant une demi-heure comme un saumon. Puis il y en a beaucoup qui font leur pas leur avançon, mais ce qu'on appelle le leader. C'est ça. Il y en a beaucoup qui, en Euronymphing, ils font leur leader avec tout simplement des gradations de fil. Oui, bout à bout, j'en ai fait souvent de ça longtemps. Là. C'était souvent long. Là. Cette année, je vais essayer d'essayer juste une straight. Je sais pas, tu sais, on va voir s'il y a une différence. Mais moi, je prenais des poly leaders ou je les faisais moi-même avec du 10, du 6, du 4, mettons, là, tu sais. On va avoir une gradation, comme tu dis. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui utilisent ce procédé-là. Mais selon des tournois, il y a des tournois qui n'acceptent pas ça, des tournois qui acceptent ça. Bref, t'as aussi des... En fait, c'est pas des tournois, c'est qu'il y en a que... T'as des places, soit aux États-Unis, que dans ton reel, si t'as pas une soie, si t'as juste comme un leader comme ça, c'est pas permis. OK. Il faut avoir une soie dedans. Je sais pas pourquoi. C'est la subtilité du sport, comme on dit, là. Ça doit être poussé là-bas en Europe, là, ça doit être quelque chose. Ben, c'est sûr que j'ai eu, à cause que c'est français, là, à cause que, mais j'ai eu beaucoup plus de renseignements initiaux au tout début avec des sites européens pour ce type de pêche-là. Okay. Mais aux États-Unis, c'est de plus en plus... OK, OK, c'est bon. Mais c'est sûr que là, il y a mon algorithme aussi qui joue. Hein? Ah là, on le cherche. Là, tu cours après le trouble. Là. Ah oui. Mais c'est ça. Puis donc, la soie, c'est important. Le leader, ça, c'est une autre affaire qu'il faudrait plonger, mais grosso modo... Plonger le leader. Ouais, mais tu sais, il y a des... Ce que je pourrais conseiller, c'est que si vous commencez le Runenfing, vous allez voir sur des sites qu'il y en a qui vont avec deux mouches, tu sais, deux nymphes. Ouais, mettons sèche noyée. Là. Ouais, ben... Parlant de ça, oui. T'as des mouches que
tu confectionnes, que tu préconises, que tu privilégies par rapport à d'autres. Je vois que tu as quelque chose aussi à nous montrer, que tu as apporté. OK, ben ça... Tout ça, on va voir ça après quoi? OK. Après, Cette pause. vive les caméras de 30 minutes de tournage. Hein? C'est tellement... C'est magique, mais au moins, ça me fait pratiquer, ça me garde énergique, hein? Ça me fait marcher une fois de temps en temps. Fait que oui, bon, OK. Yves, tu voulais me parler de d'autres matériels que tu utilisais pour l'Euro-Nymphing. Là, tu as sorti ton stock. Présente-moi ça. Commence où tu veux. Je parlais tantôt du fait que pêcher avec une nymphe, Ouais. c'est à conseiller pour les débutants, pour ceux qui commencent. Parce que Simplement une, là, tu sais. simplement une. Parce OK. que quand que tu fais une autre nymphe en potence, qu'on appelle, les Français appellent ça en potence, OK. souvent, la nymphe va s'enrouler sur ton fil un peu quand tu la lances. Puis à un moment donné, tu gosses après. Puis OK. tu as moins confiance. Puis tu sais, la pêche, c'est au niveau mental. Hein. C'est- Quand tu es là pendant 6 heures aussi, Tu sais, il faut que tu aies confiance. y avoir du fun aussi, 6 C'est heures de ça. temps. Là, c'est... Des fois, tu te dis, là, ça me tente d'être avec deux nymphes. Là. Ouais. Tu y vas, puis ça peut marcher. Mais moindrement que ça commence à s'enfiler. Moi, je suis comme ça. On dirait que j'ai une gradation de gaffe. Là, je fais fuck, il faut que je brise le pattern. Oui. Je fais d'autres choses autrement. Il faut que je me calme un peu. Là, parce que tu sais, des fois, tu n'arrives pas à faire de quoi, tu capotes. Puis là, Tu veux tout faire aussi, mais la truite, elle attend juste quelque chose de bien présenté Ouais, aussi. Là, avec... bien présenté. Puis une nymphe seulement, Oui. au tout début, c'est que tu vas mieux apprendre à sentir les touches. Ouais. Tu vas mieux apprendre à positionner ton lancer, puis tout ça. Ça fait que c'est plus simple. Quand tu en as deux, tu multiplies un facteur que finalement, ça donne pas plus de résultats. Oui, mais vaut mieux bien faire une chose une Oui. fois que faire tout croche avec plein d'affaires. Puis ça revient aux mouches. Moi, là, quand j'ai commencé à faire une seule sorte de mouche. Une seule. Ouais. Parce Quelle que était-elle? c'est la Fizz and Tail. Ah, la classique. La classique. Puis j'ai dit, je vais bien la faire, celle-là, quasiment. Puis après ça, je ferai les autres. Puis souvent, c'est ça. Tu te lances à faire des mouches, puis t'en fais plein, mais tu maîtrises jamais vraiment comment tu as fait. Puis des fois, tu regardes, elle est bien boboche, elle est bien... C'est ça. Tu sais, T'as fait pour la faire. T'as fait pour la faire, exactement. Tu sais, c'est... Puis dans ce type de pêche-là, les Fizz and Tail, c'est les meilleurs mouches pour ça. OK. Bon, ben là, Où c'est que tu veux m'amener, là? Où c'est que- là, c'est sûr que tous ceux qui ont les billes ici, bon, c'est toutes les mouches de prédilection de pointe, donc OK. au bout de ton avançon. Ce qui fait sinker, là? Ouais, c'est ça. Si t'as pas de... Si tu veux en mettre deux, t'as deux types de choix. OK. Tu peux présenter une nymphe, mais qui n'est pas plombée. OK. Ou légèrement moins lourde que celle de pointe. Parce que celle de pointe va aller transporter ta nymphe vers le fond. Oui. Puis celle qui est moins lourde va pas surenchérir le poids, mais va quand même rester dans une zone plus haute. Donc, tu offres deux paliers de strike, deux paliers d'attaque pour ta truite. Si elle est positionnée, mettons, plus bas, elle va peut-être prendre... mais si elle dit « Ah, la petite, elle a l'air meilleure », elle va se lancer sa petite, mais vaut mieux avoir ta pointe avec la mouche qui a le plus de poids. Donc, pour faire descendre ta nymphe. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu peux avoir comme une strike dans le premier pied, puis l'autre dans le premier 2-3 pieds de profond. Puis plus que ça va, plus que ça descend aussi, là. Tu sais, c'est... Puis l'autre méthode avec deux mouches, Ouais. puis celle-là que je peux conseiller même aux débutants, c'est celle que tu vas avoir une mouche qui flotte, une mouche sèche, qui, elle, a un avançon, donc On t'attache ça sur l'hameçon de la sur sèche. hein? l'hameçon de la sèche. C'est ça. Et tu vas mettre ta nymphe, qu'elle elle va être dans la zone sous-marine. D'accord. Cependant, tu vas pas mettre une mouche, une cadis, là, je sais pas comment on les appelle. Là, Le mais healthcare, là. en C'est tout ça, cas, là? celle que tu sais, tout ce que ça fait flotter, c'est la légèreté. Il Ouais. faut que tu en mettes une. Les fameuses mouches miracles. Tu Oui. connais? Oui, avec du foam, là.
ben, le foam va donner ta suspension. Mais c'est sûr que si tu mets une nymphe trop lourde, là, elle va te la caler. Il faut que tu puisses ajuster ça. Puis cette méthode de montage-là, de mettre soit une mouche miracle ou celle-là que je trouve vraiment, puis je ne l'ai pas essayé, je vais l'essayer cette année. Oui, ça a l'air d'être un bonbon. Mais ça, c'est que les gens qui la font, puis ça, je l'ai pris justement Salon de Trois-Rivières à chaque automne. Là, allez là, vous pouvez non seulement j'ai manqué ça, moi, cette année. faire des amis, mais aussi voir des mouches que tu ne trouves pas en magasin. Puis, elle, il y a une petite bulle de styromousse. Ah ben oui, c'est une espèce de parachute à dame, mais conçu pour faire comme ton strike indicator. Elle va flotter, mais aussi tu vas l'avoir à vue. Okay. Que si cette mouche-là n'est pas attaquée, mais qu'elle reste à un moment donné stationnaire, c'est que tu sais qu'à l'autre bout, ou si moindrement elle va dans le fond comme ça, tu as une attaque sûrement au bout de ça. Fait que le montage de mettre une mouche qui flotte, qui a un taux de flottaison qui est supérieur au poids que tu vas mettre pour ta nymphe, ça, c'est une autre manière d'avoir un indicateur. Au lieu d'avoir ton fil, l'indicateur qui dit ça, elle ne prend pas de poisson. Là. Mais si le poisson, il dit, moi, ça me tente de manger une émergente, une sèche, ben là, je vais l'attaquer. Ça fait que là, tu as une combinaison de 2 choix de type. Mais c'est bon. C'est bon, là. J'avais essayé ça une fois au printemps. Je ne savais pas quoi faire dans ce pool-là. Je voulais tout essayer. Je m'étais renseigné tout l'hiver sur à peu près quoi faire, mais je ne m'étais pas vraiment à 100% avec peut-être la bonne documentation. Ben, avec une canne de type normal, là, la 9, là, tu fais ce montage-là, puis tu as la même approche de la pêche euronymphing, dans le sens que tu utilises une nymphe pour aller chercher le poisson en profondeur. Tu n'as pas la même technique, mais tu as le même principe. Fait que c'est très payant, ça, d'utiliser ce type de... Mais c'est juste, à ma défense, ça a l'air qu'il n'y avait pas de poisson dans ce coin-là, par rapport à beaucoup de pêcheurs qui allaient là, des pêcheurs expérimentés. Fait que là, qu'il fallait que j'aille plus loin en montagne. Mais c'est ça, c'était peut-être pas le bon spot, même s'il était super beau. Là. Tu sais, t'as des mouches flottantes avec le fameux parachute. Là. Ah oui, celle-là. Bon, ça, c'est... Sauf que ça n'a pas assez de capacité, ça, de tenir ta nymphe. C'est ça. Puis en plus aussi, là, elle est sèche, mais la laine aussi, elle prend l'eau. Fait que, tu sais, ça a un facteur qui sync un petit peu plus vite que celle que tu me présentes là. Vaut mieux aller chercher des mouches avec du foam, avec des structures de ce type-là, qui assurent une meilleure flottaison. Puis ça va être bien correct. Parfait. Puis ici, j'ai mis une mouche. Ça, c'est une céramique. Okay? Une céramique. Yes, ça, c'est les Européens qui font ça. Ici, j'ai pas vu personne. T'as coulé ça dans quoi? Écoute, premièrement, c'est que tu prends... c'est une mouche qui est très lourde. Ça, je m'en sers pour vraiment quand j'arrive dans une structure qu'il y a t'as une chute ou t'as vraiment un gros remous. Là, puis je sais que dans la zone de ce remous-là, là, il peut y avoir des belles brunes. Là, parce que, oui, l'arc-en-ciel est le fun, mais les brunes vont privilégier les bonnes fausses. Là. OK. Donc, cette mouche-là céramique, c'est que est montée, c'est un fil de fer, un fil de plomb. Là, OK, ouais. C'est plombé en fil. Et tu mets une peinture céramique dessus. OK. Et tu la fais sécher au four. Et puis, elle se solidifie. Puis là, toutes les stripes que tu vois, ben ça, c'est avec de la peinture de vitre, de céramique. Et ça fait comme un peu les veines d'un verre. Je l'ai faite, moi, parce que je me suis dit, les Européens, ils ont peut-être ce genre de larve-là, mais nous, on n'a pas ça. Je peux te dire que ça pogne de la truite, ça. Ça pogne, OK. Parce que ça a l'air d'un petit verre, tu sais. Ça a l'air au loin, ça a l'air tellement simple, mais c'est une coupe de préparation. C'est comme une recette, là, de qu'est-ce que tu me montres là. Tu sais, au look, c'est bien simple. C'est une larve, mais il y a quand même des préparatifs à faire. C'est pas comme une modeler à monter. Là, mais... Tu sais, je te disais par message à un moment donné que je mets des fois des mouches plus attractives ou je mets des mouches plus naturelles. Ouais. Ça va toujours selon la clarté de l'eau.
selon peut-être aussi la connaissance de qu'est-ce qui se passe comme faune aquatique. Tu sais. OK. Mais dans mon expérience, les mouches trop flashy, c'est dans les premiers lancers que tu vas avoir un résultat. Mais si qu'après 3-4 lancers, tu n'as pas rien, là, continue pas. Change. OK. Mets-en une naturelle juste pour voir s'il y a quelque chose. Parce que des fois, là, c'est comme hey, c'est quoi ce clown-là qui vient de passer, là? Ça m'a fait penser, j'avais fait une espèce de Woolly Bugger Olive, mais avec un corps multicolore. C'est mon dub. Voyons, t'as le Pheasant-tail dans le milieu. T'as comme le mauve. À droite, t'as le Pheasant-tail. Puis après ça, t'as comme un vert brillant. Ouais. J'avais mis ça avec un Bugger Pack Olive. J'avais mis une tête orangée. J'ai lancé une fois dans une fosse. C'est une truite de mer d'une dizaine de pouces qui a sauté dessus, mais j'étais surpris. Puis après ça, j'ai comme abusé le coin, mais ça n'a jamais fonctionné. Fait que j'ai changé après ça. Là. Un autre type de mouche très productive, puis qu'on n'a pas beaucoup dans notre culture de mouches ici au Québec, puis j'ai essayé. Okay. C'est la Stonefly, mais nymphe. Donc, il met des petites pattes de plastique dessus. Là. Okay. Ça, l'effet des petites pattes, là, je sais pas pourquoi. C'est fou raide. Ouais. Disons que j'ai un bon potentiel de prise avec ça. OK. Là, mais je reviens à dire qu'au tout début, on fait plein de mouches de toutes sortes de couleurs. Puis tout ça. C'est ça. Là. Mais à un moment donné, tu t'aperçois qu'il y a tout le temps à peu près 6 mouches que tu vas prendre. On en reprend pas mal les mêmes. Là. Tout le temps les mêmes. Fait que lancez-vous pas à faire une gamme de. Tu sais, là, ça a l'air très. La seule différence que je fais, puis j'essaye, puis que je m'amuse dans ça, c'est les couleurs des billes. J'essaye de voir, parce que t'as des billes. Oui, t'as des multicolores, noir, vert. Multicolores, il y en a qui sont très arc-en-ciel avec toutes sortes de couleurs. J'essaye, mais tu sais, je passerai pas non plus tout mon après-midi à changer des mouches après mon. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu pêches. Là, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que là, tu m'as montré quand même un bon panel de mouches. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Bon. Ça, là, parce que moi, je disais au tout début, je suis un do-it-yourself, puis je suis un. Ah oui? Tu sais, acheter de l'équipement, mais des fois, je me dis, je pourrais faire. On dirait une Tenkara. Ben, c'est le fameux bâton de wedding staff. OK. OK? Explique-moi ça. Qu'est-ce que c'est ça? T'es-tu déjà planté sérieusement quand tu traversais une rivière puis tu dis tabarnak, je vais me casser la gueule puis hein? Bon. Donc le bâton de marche. Ouais. Quand tu fais de la pêche d'approche, de close, ben c'est sûr, il faut que tu te rendes à des places dans la rivière. Des fois, il faut que tu fasses la moitié de la rivière pour arriver à la place parce que t'es pas du bon côté, mais il faut que tu ailles quand même traverser ta rivière pour aller de l'autre côté. T'sais. Fait que tu marches dans l'autre. Mais nos rivières, en tout cas ceux que je connais, puis ceux que j'ai empruntés, c'est toutes des roches rondes, des roches gluantes un peu. OK, ouais, ça arrive souvent. Là. Ton pied, puis si tu as un courant moindrement fort, le courant va toujours te faire en sorte d'avoir un déséquilibre. Tu tiens ta canne d'un bord, des fois tu tiens ton sac à dos. Sac, le wedding staff, le bâton de marche. Avec ça, c'est une sécurité pour la traversée, pour le déplacement. Puis je vous dis, moi je sors plus sans ça. OK. Parce que j'ai failli me casser la gueule souvent, puis c'est bien plate de te retrouver non seulement tout mouillé parce que t'es dans l'eau, mais aussi tu peux te blesser. T'sais. Puis moi, je disais, j'avais vu un gars qui, à un moment donné, il sort son bâton, puis il fait juste l'étendre, puis clac, clac, clac. Le bâton, il est fait. T'sais. OK. Mais ça, j'ai dit. Ah, OK, ouais, comme, ouais, je comprends. Là, j'ai dit, comment il a fait ça? Là, j'avais chez moi des. Tu sais, pour faire une tente, t'as des bâtons avec un élastique, puis que j'ai dit, c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé un d'ébéniste qui m'a fait une poignée, puis avec le plastique, j'ai pris une section de trucs de tente, puis j'ai mis au bout un truc de marche qu'on achète là chez. Ah oui. Puis là, moi, quand j'ai ça, je me suis fait un ceinturon. OK. À un moment donné, je dis, OK, il faut que je traverse site.
Mais je veux pas toujours avoir mon bâton, là, que je marche pas toujours avec. Ben là. non, Puis quand c'est je ça, là. pêche, je l'ai pas dans les mains, là. Fait que là, je prends ça, puis, oups. Je vais enlever, bon, ça, C'est sûr que je le reçois entre tes deux yeux. Ça, c'est un fil de téléphone. hein, Ah, ben, coudon. que tu mets... La récupération à son maximum. Non, moi, je suis... ben là, Wow! puis là, ben, quand t'as fini, tu fais juste étirer ça, tu remets ça, clac. Et quand tu T'as pas de mets brevet pour ça? T'as pas de brevet? dedans- Écoute, je devrais peut-être le faire, non, mais... C'est magique. C'est ça- magique. Ça marche tout le temps. Seul. Mais un bâton comme ça, il y en a qui se vendent que quand tu le sors, il faut que comme tu vises de quoi, puis là, ça se rétracte. Mais ça, c'est comme clac, 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 puis c'est fini. Là. OK. Puis ça m'a coûté rien. Mais en moyenne, c'est à peu près 100 quelques piastres un bâton comme ça. OK, quand c'est crafté en Ouais, usine, quand là. c'est crafté, ouais. Mais ceci dit, là, je dirais dans run and fishing ou la pêche en général, là, c'est comme dans Forrest Gump, OK? C'est ce que tu as dans les pieds qui détermine si tu vas survivre ou pas. OK, oui. Puis là où c'est que j'ai mis mon argent, c'est les bottes. OK. Pas le weather. Le weather, là, tu vas rire, là, qu'est-ce que je fais là. C'est n'importe quoi, là, mais ça fait la job. Là. Mais les bottes, par exemple, avec des crampons, pas de feutre. Moi, le feutre, ça a jamais. Ça glissait tout Non. le temps. OK, t'as pas vu que c'était meilleur. J'ai pas aimé la sensation. Ok. Je te dirais, j'avais moins confiance. Tandis qu'avec les crampons, avec les petits studs, quand je suis sur une roche pis tout ça, je peux vraiment voir, OK, là, je suis ancré, je peux lever l'autre pied puis tout ça. Tu sais. OK. Fait que c'est mental, là, tu sais. OK. Tu le sais ou tu le Je sais peux pas dire si le feutre m'a... Tu sais, ceux que j'avais... Les premières paires de bottes que j'ai prises sur Marketplace, là, c'était Ouais. de la merde, là. Mais je voulais juste avoir des bottes, puis j'avais mal choisi mon... Mais j'avais payé ça pour des pinottes, là. Puis d'ailleurs, C'est une pour chance à prendre pour des pinottes, là. Tu peux être Ouais, surpris comme... mais j'ai failli me casser sérieusement la gueule. Puis là, j'ai fait, non, il faut que j'investisse là-dedans. Ça fait que les bottes, ce bâton-là, après ça, oui, la canne, tu prends de quoi de base en premier. Parce que tu peux, à un moment donné, dire, j'aime pas ça. Ça me tente pas. J'aime pas Je vais ça. retourner à la troll. Oui, exactement. Puis, le moulinet, là. Prenez, c'est un réservoir de fil. Ça mais pourrait être en c'est carton, là. faut que tu aies quand même un moulinet balancé avec ta canne, parce que étant donné que c'est léger, puis tu as ça au bout du bras, Ouais. si elle est mal balancée, tu vas avoir des complications tu vas avoir un étirement au poignet parce que tu as trop de poids. puis tout ça. OK, c'est ça. Ça peut être plus lourd. OK, c'est ça. Fait que faut quand même t'assurer que ton moulinet, avec ce que tu as mis dedans, soit balancé avec ta canne. OK. Ça, c'est important, mais moulinet, là. Puis aussi, tu prends un moulinet noir le moins visible possible. Là. Le moins flashy, ouais, c'est ça. Moi, c'est parce que ça me fait bien rire quand je vois des affaires. Je fais tabarouette. Camouflage jaune brigadier, là, tu sais, vraiment, là. Et, ben, c'est ça. Les pantalons, Oui, bon, oui, les pantalons. On s'entend-tu qu'on pêche la plupart du temps l'été, il fait chaud. Oui, OK? oui. Puis les rivières, oui, sont fraîches, mais sont pas hyper glaciales. Là, t'sais. On n'est pas en avril, là, quand même, là. C'est ça. Ben moi, ce que je m'équipe, le 80% du temps que je pêche, ce que je m'équipe, c'est que je me suis acheté des bas waterproof qui vont jusqu'au-delà des genoux. OK? OK. J'appelle ça, il y a une marque pour ça. Là. Donc, l'eau ne pénètre pas là-dedans. Je me mets des combinaisons fines là, de jogging, là, tu sais, de quoi, comment on appelle ça? Pas des leggings, hein, des survêtements. Ben, c'est des sous-vêtements, mais des- Pas du néoprène, un peu. Ben, c'est pas du néoprène, c'est du polyester. C'est parce Ok. qu'il faut que tu prennes un tissu polyester ou quelque chose qui sèche très vite au vent, tu sais, qui sèche très vite. Puis j'ai des petits Bermudas, puis c'est tout, là. Parce que souvent, je vais pénétrer la rivière, puis c'est rare que je vais être au bassin, là. À la limite, je pourrais m'acheter des weather juste culottes, puis ça va faire l'affaire, là. Moi, c'est juste dans les grandes rivières que des. Mettons, exemple, la Montmorency, la Jacques-Cartier. Dans la Jacques-Cartier, je me suis pas aventuré ben cette année, là, mais Montmorency, c'est pas mal le max. Parce que, tu sais, ça a commencé à monter. Sinon, des petits jabs en creek, tu sais, ça aurait bien fait la job parce que, tu sais, moi, j'ai mon
mon espèce de gréement de chasse au canard. Là. J'ai déjà fait 3 journées en canicule à 32 avec ça. Je suis encore vivant, là, mais j'ai perdu peut-être 15 livres d'eau. Ah Là. oui, c'est... C'est ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que quand tu pêches l'été, puis tout ça, ben, tu te mets léger, qui sèche vite. Mais les bas imperméables font en sorte qu'au moins tes pieds vont pas être tout le temps dans l'eau. Puis ça, c'est désagréable. Parce que moi, les waders, j'en ai acheté des cheap, mais que je répare à chaque quasiment sortie. Que je mets. Là, je pense que j'ai une croûte ça d'épaisse dans le fond là, avec du scellant. Oui, du aquasil. Je suis peut-être dû pour m'en acheter, mais j'ai pas encore... ça va venir, mais je suis pas encore rendu là. Puis ce que je prends fait tout à fait la job. Là. Puis d'ailleurs, Rafan, Cyprien, là, il n'y en avait pas de waders. Il y avait exactement... C'est lui. Quand je l'ai vu aller, j'ai fait... Si cet Européen-là pêche comme ça ici, là, c'est qu'on peut non, mais tu sais, les Européens, les Européens. Y a-tu quelque chose que tu voudrais partager pour conclure cet fabuleux épisode? Ah, ben écoute, c'est sûr que moi, je suis bien comme... la pêche, à la mouche, c'est pas juste le fait que tu attrapes du poisson. OK. La pêche à la mouche, ce que j'ai réalisé, c'est la connexion avec la nature. Justement, apprendre à lire une rivière, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends à observer la nature. Les éclosions, puis tu sais, il y a plein d'affaires qu'avec la pêche à la mouche que tu n'as pas en pêche en chaloupe, qui est une autre activité qui est aussi ludique. Tu as tes chums, tu as des blagues, tu as le chalet, voilà. Petite caisse de bière sur le side, là, c'est bien le fun. Mais la pêche à la mouche, il y a comme une espèce de contact avec justement le chasseur, parce que c'est de la chasse, la pêche à la mouche. Tu évalues dans l'environnement dans lequel tu t'introduis. Exactement. Tu essaies de te faire invisible, puis tu essaies de faire partie de la nature, c'est ça. C'est Puis ça, ben, c'est quelque chose, une activité que moi, je veux que les gens apprennent de plus en plus à voir la pêche à la mouche comme une activité tu vas dans la nature, puis c'est la nature un peu qui va te donner plein d'infos. Ça fait qu'il faut que tu aies une sorte de communion avec ça, sans tomber dans les histoires de métaphysique et de spiritualité, là, mais tu es groundé dans quelque chose. Puis si tu vas avoir du poisson, il faut que tu sois groundé. Tu peux pas arriver là un peu chaud d'ail puis lancer n'importe comment. Là, j'en ai déjà vu dans le bas du... Ben, je veux dire, en Gaspésie, ça apportait une caisse, puis ça me parlait croche, puis ça essayait de moucher un saumon. Ben, ils ont du fun, là, mais ils ont du plaisir. Ils ont du fun, mais c'est juste que tu peux penser que c'est autre chose que ça. Puis aussi, ben, ça, c'est une petite anecdote. Là. C'est que moi, je m'amuse beaucoup à Nicolette là, quand j'y vais. Là. Je sais que la plupart du temps, les pêcheurs qui sont là, c'est des pêcheurs à la sèche, puis je les vois faire, puis tout ça. Fait que les rotations de fosses, l'ordre de passage. L'ordre de passage, c'est que tu arrives à une place, ben, tu vois le monsieur, ben, vous êtes là, on va attendre. Tu attends sur le côté, tu le laisses pêcher, puis à un moment donné, il dit OK, tu peux prendre ma place. On est très civique. Les pêcheurs à la mouche sont très civiques. Ça, c'est ce que j'apprécie aussi. J'ai rarement rencontré des gens désagréables. Non, c'est ça. Peut-être peu bavard. Mais là où est-ce qu'ils peuvent devenir désagréables, c'est de mon anecdote. C'est que moi, ce que je fais, c'est que j'arrive, j'attends, tu sais, je les laisse aller, puis je sais qu'ils sont là, puis ils sont dans la fosse, puis ils sont dans la zone, puis soit qu'ils ont eu de quoi, je sais pas, mais quand ils restent là un petit bout de temps, c'est qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, tu sais. Ils ont du ressenti. Puis là, je vais faire mon brag, là. Mais mon fun, c'est d'arriver, le monsieur s'en va, puis je sais ce qu'ils font, c'est qu'ils restent un peu avant. Ils ramassent leur affaire, mais ils prennent plus leur temps, t'sais. Parce qu'ils t'observent, là, ils disent Chris, vas-tu avoir la truite que j'ai échappé ou que je sais qu'elle est là, t'sais. Puis là, ils me voient arriver, moi, je fais pas de sèche, là. Tu sais, je catapulte. Oh oui, tu lances d'une roche à l'eau, là. Puis, tu sais, souvent... Il ne me parle pas au début, là, mais j'ai sens qu'il m'observe. Puis à la nymphe, c'est souvent les 2 premiers lancers que tu vas avoir de quoi. Après, là, si ça passe, il n'y a pas rien, déplace-toi. La zone que tu as parcouru,
il n'y a probablement rien. Ou du OK. moins, change de mouche. Mais si tu ne veux pas changer de mouche, il vaut mieux parcourir. OK. Mais c'est souvent les 2 premiers lancers. Si tu n'as rien, déplace-toi. OK, c'est bon. Tu arrives, boing! Et là, tu entends. Ah ben, tabarnak. Et là, Hey, c'est bon. la plupart du temps, les messieurs viennent me voir et disent tu pêches à la nymphe, toi. Je dis ouais. Ah, ouais. Puis moi, prenez ça la prochaine fois. Puis là, on jase un peu, mais tu sais, moi, j'en ai donné des mouches, là, à Nicolette, là, des jeunes, là, du monde. C'est ça. Puis vu que c'est méconnu, tu sais, eux autres, quand ils voient un petit résultat comme ça, moi, ça me fait un peu plaisir de dire je l'ai eu, la truite que tu cherchais. Quand ça arrive, c'est satisfaisant. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais quand ça arrive, c'est bien satisfaisant. Hey, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Fait que sur cette note de partage, de bienveillance et de comment on pourrait qualifier ça? Et d'expérience, de bonheur. C'est que du positif, en fait. T'sais, ce que tu as amené comme expérience à la pêche, c'est tant qu'à moi, ça me motive à explorer encore plus cette technique-là, puis à développer aussi, c'est ça, mon approche immersive, tout douce dans ce monde-là. Fait que merci d'être venu me rencontrer. Fait que on va se revoir sur les internets. C'est sûr, tu vas me revenir avec ça, avec d'autres contenus. J'ai bien hâte de t'entendre sur les sujets que je vais aborder. Fait je vais peut-être faire même à un moment donné un truc sur la pêche comme ça, avoir un vlog, là, comme on appelle. Ouais. C'est dans les plans, mais là... C'est de la caméra, c'est du stock. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut que j'évalue ça. OK, fait que merci tout le monde. On se revoit pour un prochain épisode. À la prochaine.